Malheur est un mot bien trop faible pour décrire la misère de ce gamin. Cette nuit-là, le ventre vide, Hajim s'est fait poursuivre par un loup. Même s'il était encore tout petit, il savait déjà qu'il devait se battre pour rester en vie. Alors, il a attendu que la bête lui fonce dessus et notre héros lui a asséné un violent coup de bâton en plein sur la tête. Mais la créature était bien trop coriace et n'a absolument rien senti. Résultat, Hajime s'est fait projeter au loin, se retrouvant dans une situation très critique. Heureusement, le loup était tellement affamé qu'il a fini par le payer cher. Notre héros a réussi à le feinter intelligemment et lui a planté une lame en plein cœur, le tuant sur le coup. Il faut dire qu'il est né dans les bidonvilles, un endroit où les vols se font en plein jour et pas seulement la nuit. Le pauvre garçon ne savait même pas qui étaient ses parents. Tout ce dont il se souvenait, c'était de cette faim constante, jour après jour. Pour réussir à manger, il devait risquer sa vie en affrontant des monstres. C'était le seul moyen d'éviter que les gens ne le chassent ou ne se moquent de lui. Depuis ce jour, Hajim a vécu avec la rage de devenir plus fort pour pouvoir enfin manger à sa faim. Notre héros a couru sans s'arrêter pour atteindre ce but. Jusqu'au jour où il a réalisé, tiens, j'ai déjà 29 ans, et je ne souffre plus de la faim. Mais d'un autre côté, il est célibataire depuis une éternité et n'a absolument personne à séduire. Aujourd'hui, notre célibataire endurci travaille comme aventurier dans un village paisible. Il s'entend très bien avec les personnes âgées du coin. En demandant des nouvelles du genou d'une mamie, il apprend que tout va pour le mieux. C'est grâce aux herbes médicinales apportées par notre héros qu'elle peut à nouveau marcher. Elle essaie de faire quelques mouvements, et paf, ses os craquent dans tous les sens. Hajim lui conseille en riant de ne pas trop forcer, sinon elle va finir par y passer. Apparemment, tout le monde dans la région lui est très reconnaissant, c'est pourquoi, depuis qu'il s'est installé ici, c'est notre héros qui s'occupe de presque toutes les corvées du village. Des personnes aussi âgées n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'autres aventuriers. Pour cette vieille dame, Hajim est le véritable bienfaiteur de cette communauté. Forcément, ses compliments lui font chaud au cœur. La mamie propose même de lui présenter quelques filles à draguer. Un peu plus tard, il se rend à l'entrée du donjon pour s'enregistrer. Le vieux gardien est en plein roupillon, alors il doit le réveiller. Hajim lui explique qu'il doit entrer pour récupérer de la viande. Comme on pouvait s'y attendre, le registre des inscriptions est totalement vide. Preuve qu'il n'y a vraiment aucun aventurier dans le coin. En entrant, Hajim remarque que la porte est déjà grande ouverte. Pensant que quelqu'un l'a devancé, il décide d'aller vérifier. C'est là qu'il découvre une petite fille la tête complètement coincée dans le slime avant de le retirer en 4e vitesse. Une fois sauvée, la blonde éclate de rire, laissant Hajim complètement blasé. Non mais d'où elle sort, cette gamine complètement à l'ouest? Le plus drôle, c'est qu'elle trouve que son adversaire de tout à l'heure était vraiment terrifiant, alors que c'est littéralement le monstre le plus claqué au sol de la zone. La gamine se tourne pour remercier son sauveur. Rirui se présente avec un enthousiasme débordant. Ce genre de tempérament n'est pas vraiment du goût de notre protagoniste. Et quand il lui donne enfin son nom, la petite s'imagine tout de suite qu'il est une célébrité. Hajim lui colle alors une petite baffe, pour être entré dans le donjon sans permission. La gamine se justifie en disant que le vieux gardien dormait tellement profondément qu'elle a pu se faufiler. Quand il lui demande ce qu'une gamine fabrique ici, il découvre que Rirui est complètement livrée à elle-même et doit se débrouiller seule pour trouver à manger. En fait, elle n'est même pas du coin. Elle s'est glissée en douce dans la cargaison d'un marchand pour atterrir ici. Forcément, ça inquiète Hajim. L'orphelinat du coin n'accepte que les enfants du village, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que Rirui finisse dans les bidonvilles, tout comme lui à l'époque. Après mûre réflexion, il se dit qu'il vaut mieux la laisser tomber, n'ayant pas les moyens de s'en occuper. Mais Rirui l'interpelle déjà par son prénom, d'un ton tout mignon, pour lui demander où il va. Notre héros lui répond froidement qu'il va chercher de la viande, et qu'il n'y en aura pas pour elle. La petite blonde meurt de faim, mais elle joue les fiers en disant qu'elle n'a besoin de la pitié de personne. Pourtant, s'aventurer seule dans un donjon est suicidaire. Et le plus drôle, c'est qu'elle lui demande carrément s'il a besoin d'une coéquipière pour l'accompagner. Hajim, blasé, lui répond qu'il n'a pas besoin d'un boulet incapable de battre un pauvre slime. Rirui proteste en disant qu'elle s'est juste fait surprendre, mais qu'en vrai, elle peut être hyper utile. Quant à la fameuse viande dont parlait notre héros, il s'agit en fait d'un sanglier gigantesque. En voyant ce monstre, la petite éclate en sanglots, terrifiée. Et pour couronner le tout, elle se pisse carrément dessus de peur. Devant ce spectacle, notre héros lui ordonne de ne pas bouger d'un poil avant d'aller s'occuper de ce futur rôti. Le regard glacial, il roue de coups la bête qui hurle de douleur. Une fois le monstre achevé, il s'attaque à la découpe. Comme Rirui s'est souillée, elle finit trempée dans l'eau pour se décrasser. En remarquant que la bête bouge encore, elle apprend qu'il faut d'abord la vider de son sang, sinon la viande sera immangeable. Joignant le geste à la parole, Hajim lui donne le coup de grâce sous les yeux de la gamine, qui tombe instantanément dans les pommes de terreur. Une fois sa mission accomplie, notre héros apporte sa prise à Olive pour l'inspection. Elle accepte avec joie, car le gibier qu'il ramène est toujours très apprécié.
Mais quand Olive aperçoit une gamine cachée à l'arrière du chariot, elle s'écrie aussitôt « le trafic d'enfants est strictement interdit à la guilde, tu sais ». Hajime doit alors lui expliquer en détail comment il est tombé sur Rirui. Comme elle vient d'ailleurs, la petite blonde ne pourra pas être accueillie à l'église. En plus, les rations là-bas sont déjà bien trop maigres pour nourrir une bouche de plus. Conscient de la situation, et pris de pitié pour la gamine, notre protagoniste décide quand même d'aller en toucher deux mots à la vieille sœur de l'église. Connu pour être un aventurier au grand cœur, il n'ose pas lui demander de but en blanc d'héberger Rirui. Il commence par tâter le terrain en demandant si les temps sont durs, et la réponse ne se fait pas attendre. La sœur doit constamment mendier des dons auprès des villageois pour faire vivre tous ces orphelins. Hajime lui demande alors, l'air de rien, si elle accepterait de prendre une nouvelle pensionnaire s'il s'engageait à lui fournir de la viande et des provisions tous les mois. La vieille dame lui explique que, même avec ça, s'occuper d'un enfant demande énormément de ressources, il faut des couvertures, des repas quotidiens, sans parler des frais futurs pour leur éducation. Elle comprend bien qu'une petite fille a besoin d'aide, mais comme elle est étrangère au village, elle a les mains liées. L'église manque de tout, impossible d'accueillir Rirui. Sur le chemin du retour, Hajime se dit que la sœur a bien raison, si on pouvait sauver tous les gens qu'on croise, le monde ne serait pas aussi cruel. 17. Tout le monde essaie juste de survivre. C'est à ce moment précis qu'Olive arrive en courant pour lui annoncer que Rirui a disparu. Elle s'était absentée un court instant pour une mission urgente, et à son retour, plus aucune trace de la petite. Il découvre alors une énorme bouse au milieu d'un champ, très probablement laissée par une bête magique. Pris d'un affreux pressentiment, Hajime fonce immédiatement à sa recherche. Le soleil est sur le point de se coucher, le moment le plus dangereux de la journée. Ayant connu la même misère qu'elle, notre héros devine sans peine où elle a pu se cacher. Pour espérer remplir leur estomac, les miséreux comme eux n'ont pas d'autre choix que de risquer leur peau. Pendant ce temps, la petite blonde fait face à un loup féroce. Rirui essaie de faire la maligne en criant « Allez, viens me bouffer si tu l'oses ». Résultat, la bête lui bondit dessus. Heureusement, Hajime s'interpose juste à temps et assomme le loup d'un coup bien placé. Il lui passe un savon mémorable, lui reprochant d'être incapable de vaincre un monstre aussi faible et de venir se jeter ainsi dans la gueule du loup. En larmes, Rirui lui avoue qu'elle n'avait pas le choix tant elle avait faim. Devant ses pleurs sincères, Hajime sent son cœur se serrer et maudit intérieurement cette vie de chien, qui s'acharne sur eux. Il lui annonce alors que si elle veut le suivre, elle doit arrêter de chouiner. Il en profite pour lui montrer comment dépecer le gibier. Complètement abasourdie par cette adoption surprise, la petite reste bouche bée, émue par la gentillesse inattendue de son nouveau grand frère. Elle crie son nom et lui saute au cou. C'est ainsi qu'il ramène de la viande pour tout le village. Olive lui demande quand même s'il est bien sûr de vouloir adopter une parfaite inconnue. Notre petite blonde est d'un naturel doux et d'une naïveté désarmante. Deux faiblesses impardonnables pour un aventurier. C'est pourquoi, dans les jours à venir, Hajime a bien l'intention de l'entraîner à la dure pour qu'elle devienne forte et autonome. Et c'est ainsi que la toile de la vie de notre héros s'illumine d'une touche de jaune porte-bonheur. Le lendemain matin, Hajime est réveillé en sursaut par une fille au corps de rêve, qui n'est autre que Rirui en version adulte. Mais après seulement quelques secondes, son corps rétrécit à nouveau, ce qui surprend complètement notre héros. En bas, pendant le petit déjeuner, tout le monde suppose que Rirui appartient à une ancienne race capable de changer d'apparence. Quand on pose la question au héros, il sort tranquillement. Elle doit sûrement faire partie de la tribu des grosses poitrines. Puis il se tourne pour faire remarquer que la poitrine de Nathalie est plutôt pas mal aussi, mais que ce n'est rien comparé à celle de Rirui. Morte de honte, elle devient rouge comme une tomate et s'enfuit en courant. En voyant sa réaction, Hajime esquisse un sourire machiavélique. La petite blonde a bien de la chance d'être adoptée, elle mange plein de bonnes choses. Mais comme on n'a rien sans rien, notre héros décide de l'entraîner pour qu'elle commence à travailler. La gamine déborde de confiance et lui dit de ne pas s'en faire. Ils vont ensuite faire leur rapport à Olive pour lui expliquer que Rirui peut se transformer en adulte. Hajime demande à la petite si elle a un désir particulier qui provoquerait ce changement. La fillette lui répond avec un grand sourire qu'elle veut juste manger beaucoup de viande. En attendant, Olive promet de faire des recherches sur ses origines, permettant à Hajime de partir en mission l'esprit tranquille. Elle l'encourage d'abord à aller récolter 10 plantes médicinales. Mais la priorité absolue pour le moment, c'est d'apprendre à Rirui comment se battre. Ne vous fiez pas à son côté minuscule, cette gamine est une vraie tête brûlée. Pour couronner le tout, Olive leur colle une autre quête sur le dos, partir à la chasse au slime Vadem Vedum Wekon. Une fois dans le donjon, la blonde prend un air sournois et lance que sa lame sera couverte de sang ce soir. Juste après, elle se tourne vers son grand frère pour le mettre en garde contre ce slime. En lui racontant qu'il a failli la bouffer hier, c'est quand même un comble. Hajime lui dit alors de s'en débarrasser, puisque c'est leur mission. Elle fait la maline, mais au moment de passer à l'action, Rirui flippe et prétend qu'il est bien trop tôt pour l'affronter. Notre héros, dépité, lui explique que c'est le monstre le plus faible et qu'il n'y a aucun risque. À peine a-t-il fini sa phrase que cette gourde fonce tête baissée pour attaquer.
Elle hurle même qu'elle n'a pas peur de lui. Résultat, elle se fait gober tout rond par le slime. Hajime ne peut que soupirer en tirant sa petite sœur idiote de là. Mais avant qu'il ait le temps de lui apprendre à se battre, la blonde fonce à nouveau tête baissée. Pendant des heures, Hajime la regarde galérer face au slime sans réussir à le battre, ce qui finit par l'ennuyer. Heureusement, le bon côté de Rirui, c'est qu'elle n'abandonne jamais et travaille dur. Après un moment de lutte, son grand frère l'appelle enfin pour manger et reprendre des forces, ce qui la rend folle de joie. Comme ils sont fauchés, leur repas du jour se résume à une misérable moitié de miche de pain. Très raisonnable, la blonde lui dit qu'elle n'a pas besoin de manger puisqu'elle n'a pas bien travaillé aujourd'hui, et lui demande de tout garder pour lui. En fait, la petite a tellement peur d'être abandonnée à nouveau qu'elle joue les enfants modèles. En la voyant, elle a beau sourire, en réalité, elle supplie désespérément. Pris de pitié, notre héros force la petite à manger pour soulager sa conscience. Hajime lui montre comment terrasser un slime. Et c'est ainsi que la fillette élimine facilement son tout premier monstre. Une fois le travail fini, ils partagent un morceau de pain pour calmer leur faim. De retour à la guilde, Olive remarque bien qu'ils se sont rapprochés. Cette nuit-là, elle fait des recherches sur les races anciennes et découvre que Rirui est en fait une succube. À la nuit tombée, son corps se métamorphose pour devenir bien plus séduisant. Chez notre héros, après avoir pris sa forme adulte, Rirui est tout de suite attiré par l'odeur d'Hajime, qu'elle trouve divine 3. Et voilà la petite en train de le renifler pendant toute la nuit. Dès le lendemain matin, notre MC affiche une mine complètement décomposée, un peu comme ça. Interrogé par Olive, il lui avoue avoir fait un rêve super chelou la nuit dernière, il s'est fait renifler de près par un loup géant des montagnes, de quoi lui filer une sacrée frousse. C'est à ce moment-là que la jeune femme lui lâche une petite bombe, Rirui appartient en réalité à la race des succubes. La petite elle-même n'avait absolument aucune idée de ce que c'était. Son aîné lui a expliqué que les succubes faisaient partie des races anciennes, tout comme les loups-garous, les vampires, les méduses et les sirènes. Bien que ce soit très rare, il existe des métis issus de ces 4 races anciennes. Même après ça, Rirui n'y comprenait toujours que dalle. Olive lui a donc conseillé de simplement se considérer comme appartenant à une race rare. De son côté, Hajime n'arrivait pas à croire que la petite soit une succube, alors il a décidé de faire appel à une autre succube pour en avoir le cœur net. Il en connaissait bien une, mais lui demander ce genre de service posait un petit problème. Quelques jours plus tard, sur le chemin du retour, notre duo est tombé sur un gros porc en train de draguer lourdement une fille. Ce type ne s'attendait pas à voir une femme aussi magnifique dans un coin aussi paumé. Il a carrément sorti de l'argent pour lui demander combien elle prenait pour passer une nuit avec lui. Cette femme n'est autre que Véronica, la succube appelée par Hajime, et elle a une personnalité pour le moins particulière. Comme le prix proposé était bien trop dérisoire, elle l'a recalé sans détour, lui balançant que ces quelques pièces ne suffiraient même pas à s'offrir une heure avec une beauté pareille. Vexé par sa réponse, le gros porc a quand même essayé de lui toucher l'épaule pour se faire plaisir. Très calme, Véronica lui a demandé s'il était un aventurier vagabond. La brute a immédiatement tenté de lui mettre un coup de poing, mais il a fini par se faire rétamer par la belle. En plus d'être Et voilà, l'homme porc s'est fait rétamer sans pouvoir lever le petit doigt. Mort de trouille, ce gros porc a dû détaler vite fait bien fait, sous peine de se faire massacrer par la demoiselle. Apercevant Hajime dehors, la fille a transformé un autre jeune homme en chaise de salon avant d'inviter notre héros à entrer pour discuter. Dans sa lettre, il avait déjà mentionné Lily. La petite blonde est super curieuse de comprendre pourquoi ce pauvre gars sert de fauteuil à sa grande sœur. Quant au type, il a l'air carrément aux anges de se faire asseoir dessus par une si jolie femme. Véronica passe enfin aux choses sérieuses. Elle prend la main de sa petite sœur et y injecte son énergie pour accélérer sa transformation. Juste après, la petite blonde se métamorphose en une version beaucoup plus mature d'elle-même. Preuve irréfutable que la gamine est elle aussi une succube. La petite est toute excitée par le pouvoir de son aîné, la trouvant trop forte et super classe de l'avoir fait grandir ainsi. Elle lui demande si elle aussi, en tant que succube, finira par devenir aussi puissante. Cette dernière lui balance carrément qu'il suffit de s'entraîner Nukota la dure-toi. Sauf que la méthode de Véronica est un brin tordu, elle avoue qu'il fait voir le visage des hommes quand ils souffrent le martyre. Hajime la traite directe de pure sadique cruelle. Bon, il se résigne quand même à la remercier, parce qu'après tout, le fait qu'elle se soit déplacée jusqu'ici pour expertiser Rirui, ça a dû lui demander un travail fou, c'est pour ça qu'elle a refusé quand il a proposé de la payer. Notre héros s'en voulait un peu. N'ayant pas le choix, il a fini par lui dire franchement, je sais que t'as un sale caractère, alors je n'aime pas trop avoir de dettes envers toi. Dieu sait ce que tu me ferais subir plus tard, alors laisse-moi au moins régler ça avec de l'argent. En entendant ça, Véronica est restée complètement figée, mais elle a esquissé un sourire forcé en répliquant, ça m'arrive de faire de bonnes actions parfois, d'accord, donc tout va bien. Hajime continuait de sourire bêtement en disant, bon, d'accord,
alors laisse-moi au moins t'offrir ce coup-ci. Véronica bouillonnait de rage, mais elle ne pouvait absolument rien y faire. Le lendemain matin, alors que Rirui dormait encore, quelqu'un a frappé à la porte. La jeune fille est allée ouvrir et est tombée sur cette jolie femme. En découvrant la petite sous sa forme adulte, elle a pris un air très intéressé. Elle l'a complimentée en disant qu'elle était bien de sa trempe, avec un corps sacrément sexy. Elle a donc proposé à la jeune fille de venir travailler avec elle tout de suite. Elle a expliqué à Hajime que ces derniers temps, ses employés démissionnaient à tour de rôle, et qu'elle manquait cruellement de bras. Vu que Rirui est un véritable diamant brut, Véronica demande carrément à Hajime de lui confier la petite. Bah ouais, pour elle, être un canon de beauté, c'est une compétence à part entière. En entendant ça, Hajime s'excuse mais décline poliment, pas question de lui lâcher sa protégée. De toute façon, la daronne sait très bien que notre gars est une vraie bille en communication. Elle a donc cherché à l'attaquer. Comme prévu, Hajime est tombé direct dans le panneau en disant que Rirui et lui n'étaient pas si proches que ça. Cette remarque a trop miné la blonde. En voyant ça, Véronica en a profité pour en remettre une couche, en faisant remarquer qu'ils avaient l'air super proches alors qu'en fait, pas du tout. Hajime, qui est quand même sacrément naïf, est tombé dans le piège une deuxième fois. Il a continué de plus belle en disant que de toute façon, même s'il était tout seul, ça ne lui faisait rien, et que l'efficacité d'un aventurier solo était même largement supérieure. Dire ça, c'était carrément traiter Rirui d'inutile. La pauvre blonde était tellement dégoûtée qu'elle n'a pas pu décrocher un mot. Véronica, trop contente d'avoir réussi son coup, l'a narguée sur ce qui s'était passé la veille. Ah, tu as osé dire que j'étais méchante? Bah oui, je suis de mauvaise foi, et alors, tu vas faire quoi? En vrai, la fille aux cheveux violets veut absolument mettre le grappin sur la petite, alors elle est prête à employer les grands moyens. Un peu plus tard, ils sont tous entrés dans le donjon pour récolter des composants. Rirui, elle, était tellement triste qu'elle avait carrément l'air d'un fantôme. Quand on lui a demandé ce qui n'allait pas, la petite a murmuré que c'était parce qu'elle se sentait inutile. En entendant ça, Véronica a continué de la manipuler en disant que les hommes avaient tous une langue de vipère. Elle a continué à la couvrir de compliments pour s'attirer ses faveurs. À ce rythme-là, la séduire complètement n'est plus qu'une question de temps. À l'intérieur, Hajime n'arrêtait pas de réfléchir à ce qui serait le mieux pour Rirui. Résultat, il a complètement oublié de prévenir les filles du piège de téléportation sous leurs pieds. Alors que Véronica restait hyper confiante et sans aucune crainte, notre héros, lui, est resté sur place à piétiner le piège, pour essayer de se faire téléporter lui aussi, mais en vain. Paniquer dans un donjon est une grave erreur, alors il a demandé de l'aide au gablon. Comme les étages inférieurs ne sont pas encore débarrassés de tous les monstres, c'est très dangereux si les deux autres se font envoyer au niveau le plus profond. Même Véronica risquerait d'y laisser la vie. Une fois calmé, Hajime a proposé au blond de l'accompagner. Et le plus drôle, c'est que quand il lui a demandé son nom, le gars lui a carrément dit de l'appeler Por. Quant à Rirui, elle essaie de jouer les durs, en disant que comme elle a entraîné sa grande sœur là, dedans, elle va faire de son mieux pour la protéger. Voyant qu'elle meurt de trouille, Véronica s'amuse constamment à la taquiner. Notre petite blonde est terrifiée par ses farces. Quand l'autre lui demande si elle n'a pas peur, elle répond que non, Rirui est une aventurière après tout, alors pourquoi aurait-elle peur? À peine a-t-elle fini sa phrase que les deux sœurs tombent nez à nez avec un monstre gigantesque. Notre blonde reste complètement pétrifiée de peur, mais heureusement, Véronica l'envoie valser d'un coup de poing tout en lâchant une réplique super classe. En voyant ça, la petite est toute excitée, mais elle finit par se faire taquiner par l'autre qui lui dit qu'elle était tellement morte de trouille qu'elle s'est figée sur place. La blonde réplique aussitôt qu'elle ne s'est pas figée du tout. Ensuite, c'est la fuite. La petite court devant en hurlant à plein poumon. Ça risque d'attirer tous les monstres, ce qui commence à inquiéter Véronica qui se dit qu'elle la peut, être un peu trop taquinée. Alors qu'elle s'apprête à courir après sa petite sœur, elle la voit rebrousser chemin en 4e vitesse. En fait, elle se faisait poursuivre par un monstre gigantesque, c'est un truc de fou. Encouragée à ne pas pleurer, la petite retient ses larmes, et pour couronner le tout, elle indique le chemin à sa grande sœur d'un air super classe. Quand Véronica lui demande comment elle sait, la blonde lui répond que c'est son intuition qui lui dit d'aller par là. La violette n'est pas très convaincue, mais elle la suit quand même. Comme on pouvait s'y attendre, les deux sœurs se retrouvent dans une impasse, ce qui décourage complètement Rirui. La petite se rend compte que son intuition ne vaut pas un clou. En plus, le coffre au trésor a déjà été ouvert, c'est le fiasco total. La blonde essaie alors de jouer les durs, en disant à sa grande sœur de se cacher dans le coffre pendant qu'elle va attirer le monstre ailleurs. Véronica est désespérée de la voir faire la maligne alors qu'elle tremble comme une feuille. Finalement, les deux sœurs se cachent ensemble dans le coffre. Heureusement, le monstre est assez idiot pour ne pas l'ouvrir. Voyant Rirui toute triste, l'autre lui demande pourquoi elle veut devenir aventurière alors que ça ne lui convient pas du tout. La petite répond qu'elle est encore jeune et qu'elle ne sait pas trop ce qui lui correspond. La violette lui rappelle qu'elles sont de la même race, et que si elle vient travailler avec elle pour gagner de l'argent,
elle sera bien plus en sécurité. C'est pile à ce moment-là qu'Hajim arrive à l'extérieur. Face au monstre géant, il ne se dégonfle pas une seconde. Armé de son arme divine, il lui assène un coup de marteau magistral sur la tête et l'achève sur le champ. Hajim se demande où peuvent bien être les deux autres quand il repère l'épée de la petite. Un terrible pressentiment l'envahit alors, craignant qu'elle ne se soit fait dévorer par le monstre. Pour un aventurier, mourir dans un donjon est monnaie courante. Ayant déjà vécu cette douloureuse perte par le passé, il est profondément triste. Mais soudain, un bruit se fait entendre à l'intérieur du coffre, alors Hajim l'ouvre pour voir ce qu'il s'y cache. Sa récompense, deux magnifiques jeunes femmes. La blonde est sur le point de fondre en larmes mais se retient, affirmant qu'elle ne pleurera plus jamais car Rirui est une aventurière hors pair. En entendant ça, Hajim est ravi et propose à la petite de l'accompagner pour une mission de collecte. C'est ainsi qu'ils terminent leur quête et rentrent sains et saufs. De son côté, Rirui se tracasse encore un peu, disant qu'elle n'a aucun talent pour être aventurière. Hajim finit sa bière d'un trait et la rassure en lui disant que son plus grand talent, c'est de toujours déborder d'énergie et de transmettre sa joie de vivre aux autres. Toute joyeuse de recevoir ce compliment, la petite donne de légères tapes amicales à Hajim. C'est à ce moment-là que Véronica comprend qu'elle ne parviendra pas à recruter Rirui pour travailler avec elle. Au départ, elle se méfiait un peu, craignant qu'Hajim ne fasse des choses déplacées à cette gamine de sa propre race. Elle jure de lui mener la vie dure et de le faire trembler de peur. Quelques jours plus tard, notre héros emmène la petite faire un tour dans la cité, donjon. Comme un nouveau donjon vient tout juste d'apparaître, la foule se bouscule pour partir à la chasse au trésor. Alors qu'il est en train de lui expliquer le fonctionnement des lieux, il réalise soudain que Rirui a disparu. En se retournant, il s'aperçoit qu'elle lorgne sur des brochettes de viande grillée. Pas de chance, aujourd'hui ils sont seulement venus acheter des vêtements, alors pas question de manger. La petite se montre d'ailleurs méfiante et lui lance qu'il va encore finir par abîmer ses affaires. Il faut dire que la dernière fois, Hajim avait voulu faire sécher ses habits et avait fini par tout cramer. À ce moment-là, la petite blonde trouve soudain un œuf presque aussi gros que sa tête. Son instinct d'aventurière lui dit que c'est une sacrée trouvaille, alors elle insiste pour l'acheter. Hajim demande au marchand de quelle créature il s'agit, mais même lui n'en sait absolument rien. Il l'a juste trouvé par hasard. Le marchand ajoute que, d'après une prédiction, cet œuf porterait chance. C'est l'argument parfait pour convaincre Rirui. Elle s'obstine à vouloir l'acheter coûte que coûte, et va même jusqu'à conseiller à son grand frère de faire confiance à son instinct, ce qui est plutôt comique. Devant sa petite mine suppliante, Hajim capitule et finit par l'acheter. Serrant l'œuf contre elle, Rirui est folle de joie. Elle remercie chaleureusement son grand frère, ce qui fait bien plaisir à notre héros. Il commence alors à la taquiner en lui demandant quel plat elle veut cuisiner avec. La petite blonde s'insurge aussitôt, il faut le garder pour l'élever, pas question de le manger. Pile à ce moment-là, une autre gamine bouscule accidentellement notre héros. Sans demander son reste, elle s'enfuit à toute allure, poursuivie par sa grand-mère. Plus tard, les deux autres reviennent avec une nouvelle robe. Véronica trouve qu'elle va à ravir à la petite sœur. Il s'avère que c'est Nathalie qui les avait conseillés pour cet achat. Plus tard, la petite blonde est sous le choc en voyant un énorme œuf au plat. Elle s'imagine tout de suite que son grand frère a cuisiné son précieux œuf. Rirui éclate en sanglots, s'en voulant terriblement de l'avoir confié au héros. Hajim, complètement désespéré, doit lui rendre son œuf bien réel pour la calmer. La petite blonde presse alors son grand frère de se dépêcher, de peur que d'autres aventuriers ne s'emparent du trésor avant eux. Le héros lui dit d'aller d'abord se changer et que rien ne presse. Il se dit en lui-même, on galère déjà à battre un simple slime, alors comment tu veux qu'on rivalise avec les autres pour un trésor? Peu après, les voilà enfin dans le donjon. Rirui galère lamentablement face à un slime, alors qu'on lui a pourtant appris à s'en débarrasser. Surprise, la petite fille de ce matin est là elle aussi. Sans grande surprise pour notre héros, cette jeune naine est exactement du même calibre que Rirui. En se retournant, Hajim voit les deux gamines se faire engloutir par le slime et lève les yeux au ciel devant cette scène bien trop familière. Ils doivent ensuite raccompagner Anya chez elle, où sa grand-mère lui passe un savon mémorable. Hajim en profite pour se présenter comme un aventurier affilié au village. En entendant cela, la vieille dame confie qu'elle a entendu parler de lui, un type sympa qui va jusqu'à recueillir des enfants perdus pour s'occuper d'eux. Hajim réplique aussitôt que pour un aventurier, être qualifié de gentil n'est pas un compliment, mais plutôt un très mauvais présage. De son côté, la petite naine se fait sermonner par sa grand-mère, qui lui interdit d'entrer seule dans le donjon. Mais Anya n'en fait qu'à sa tête et lui tire effrontément la langue, quel chipie. En l'interrogeant sur ses parents, Rirui apprend qu'ils ont été tués par des monstres. À ce rythme, sa petite fille finira par y retourner. La vieille dame espère de tout cœur que quelqu'un pourra veiller sur elle. Rirui court alors voir ce que fait sa nouvelle amie. Intriguée par le bruit du métal qu'on forge, elle est stupéfaite de voir un esprit apparaître soudainement au milieu des flammes. Anya lui explique que c'est un esprit du feu. Pour les forgerons nains,
savoir le maîtriser est le seul moyen de devenir un véritable artisan. Le rêve de la gamine est de grandir le plus vite possible pour devenir forte et s'imposer devant le foyer de la forge. Anya craint que sa grand-mère ne soit plus là si elle prend trop son temps, elle doit donc lui prouver sa force au plus vite. Ces mots rappellent à Rirui le conseil que Hajime lui avait donné, alors elle propose immédiatement à son ami de faire équipe avec eux. Ravie, Anya qualifie aussitôt la petite blonde d'âme sœur. Toutes deux courent ensuite voir notre héros pour lui demander d'intégrer la jeune naine au groupe. Contre toute attente, il accepte et leur dit qu'il l'emmènera de temps en temps à partir de maintenant. À la demande de la vieille dame, tous les trois retournent dans le donjon dès le lendemain. On reprend les bases pour éliminer un slime. Rirui reste en retrait et jette des cailloux pour distraire le monstre, tandis qu'Anya l'envoie valser d'un bon coup de marteau. Une fois vaincues, les deux fillettes exultent comme si elles venaient de trouver un trésor 15. En les voyant si complices, Hajime se sent réchauffer le cœur. En apprenant que c'est lui qui a appris à Rirui à se battre, Anya trouve ce grand frère rudement digne de confiance. C'est à ce moment précis que plusieurs aventuriers, poursuivis par des sangliers géants, déboulent en courant vers eux. Hajime leur crie aussitôt de s'abriter contre le mur pour éviter de se faire piétiner. Malheureusement, Anya trébuche au pire moment. Heureusement, notre héros intervient à temps pour s'interposer, lui évitant d'être blessé. Sauvée, la fillette est tellement émue qu'elle en rougit de honte et de bonheur. En voyant ça, Rirui voit rouge. Sentant sa place privilégiée menacée, elle dégage une aura meurtrière digne de Véronica, ce qui fait frissonner Hajime. La blonde s'approche alors pour s'enquérir de son ami tout en lui lançant un avertissement, « Pas touche à ce qui m'appartient ». La scène passe ensuite à l'un de ses rêves. Dans son rêve, Hajime et Anya sont traqués par un monstre redoutable. Alors que la situation est désespérée, Rirui fait une entrée digne des plus grands héros et terrasse la bête avec une épée de feu. Couverte d'éloges, elle affiche un sourire béat avant de se réveiller et de réaliser que tout cela n'était qu'un songe. Pourtant, persuadée d'avoir un don inné, elle va immédiatement se vanter auprès de son grand frère d'être capable de maîtriser la magie. Hajime reste complètement sans voix, comment peut-elle se vanter d'un truc qu'elle a simplement rêvé? La fillette insiste sur le fait qu'une force prodigieuse sommeille au fond d'elle. Elle demande à notre héros comment utiliser la magie, espérant ainsi pouvoir lui être plus utile. Nathalie lui explique alors que si elle veut utiliser l'art des esprits, elle doit d'abord passer un test d'aptitude. En entendant cela, Hajime y réfléchit sérieusement, car laisser la gamine se battre à l'épée est bien trop dangereux. Les voilà donc en route vers l'église pour faire ce test. Pour que sa petite sœur comprenne facilement, notre héros lui explique que l'eau, le feu, le vent et la terre sont les 4 éléments fondamentaux. Arrivé devant la vieille sœur, notre héros lui explique la situation de sa petite sœur. Intriguée par le passé de la religieuse, la blonde apprend que celle-ci enseigne les préceptes du soleil. La vieille dame lui demande alors si elle s'intéresse aux histoires d'autrefois. Hajime lui fait discrètement signe de ne pas l'écouter. Obéissante, la petite décline l'offre, ce qui agace la vieille sœur. Elle ronchonne en disant que le savoir, c'est le pouvoir, même si peu de gens le comprennent. Il se dirige ensuite vers des piliers de pierre arborant les symboles des 4 éléments. Après avoir récité une formule et activé une clé, une porte magique apparaît soudainement. C'est une dimension parallèle servant à déterminer avec quel type d'esprit Rirui a le plus d'affinité. Hajime demande à sa petite sœur de s'aventurer seule dans la forêt de sélection. Morte de peur mais rassurée par la promesse de son grand frère de venir la sauver en cas de pépin, elle s'arme de courage et entre. Pour une première fois, la sœur ne réclame que 5 pièces d'argent. Hajime trouve le tarif exorbitant mais finit par payer. Quant à Rirui, elle tombe déjà sur des créatures complètement loufoques. Leur regard insistant flanque une frousse bleue à la petite blonde. En essayant de fuir, elle percute un autre monstre tout aussi effrayant qui la fixe de son visage souriant pendant quelques secondes. Terrifié, Rirui fond en larmes et hurle à plein poumon. C'était terrifiant, mais en repensant aux encouragements de son grand frère, elle se ressaisit pour continuer l'exploration. Après s'être faufilée par le creux d'un arbre, Rirui débouche sur une plage magnifique. Mais elle n'a pas le temps d'en profiter qu'une tortue géante surgit devant elle. Les deux se toisent du regard. Rirui provoque, « Tu veux te battre ? Viens un peu pour voir ». Elle essaie de se donner un genre en affirmant qu'un seul coup lui suffira pour terrasser son adversaire. Le plus drôle, c'est qu'elle tente de lancer la première attaque, pour finir par s'étaler lamentablement la tête la première sur le sol. Quelle honte! Épuisée, Rirui s'effondre en pensant que son aventure s'arrête là. Elle s'attend à être dévorée par la tortue, mais il n'en est rien. Amusée par cette adorable petite idiote, la créature décide de lui faire don de son pouvoir. À son retour, le récit de sa rencontre laisse la vieille dame stupéfaite. S'attirer les faveurs d'une tortue millénaire signifie que Rirui est grandement appréciée par l'esprit de l'eau. Elle a également reçu une protection gravée d'un motif d'eau, ce qui lui permettra d'emprunter un peu de force à l'esprit. Ravie, la blonde veut tester ça immédiatement. Plus tard, nos 3 compagnons retournent dans le donjon, et cette fois, Rirui déborde de confiance grâce à sa bénédiction. Mais après avoir tenté de lancer son sort sur le slime, absolument rien ne se passe. Résultat,
la blonde finit encore une fois engloutie par le monstre. Voyant cela, Anya se précipite pour la sauver, laissant son amie en pleurs, désespérée d'être aussi inutile. Quelques jours plus tard, Rirui et Anya montent en niveau à force de chasser régulièrement des slimes. Olivier les félicite et leur explique qu'il leur suffit de valider une quête de promotion pour devenir aventurière de rang bronze, le tout premier échelon d'un aventurier. Pour donner un coup de pouce aux deux petites, elle demande l'avis de notre héros sur l'exploration d'un donjon sur le point d'être scellé. La guilde doit y faire une ultime inspection, ils pourraient donc accepter cette requête et en profiter pour valider leur promotion. Le démolisseur de donjon a d'ailleurs été convoqué, et rien qu'à entendre ce titre, les deux petites frissonnent d'effroi. Anya s'imagine un monstre cyclope super dangereux, mais Hajime tempère et explique qu'il s'agit en réalité d'un membre d'un peuple ancien. Il travaille pour la guilde et s'occupe de détruire les donjons désaffectés. La jeune naine trouve d'ailleurs sa meilleure amie super classe. En entendant parler de peuple ancien, Rirui commence à fantasmer et s'imagine qu'elle possède elle aussi un pouvoir caché. Un dragon endormi au fond d'elle, plus précisément. Cette réplique rappelle au héros ses propres années d'adolescence délirantes, car à l'époque, Hajime avait exactement les mêmes délires de grandeur. Devant ce spectacle, Oliver est complètement désabusé. Au même moment, le convoi transportant le démolisseur est déjà en route. Hajime emmène ensuite ses deux petites camarades explorer ce donjon avant qu'il ne soit scellé. Les décors environnants sont si magnifiques que les deux filles trépignent d'excitation. C'est ainsi qu'elles surmontent les obstacles et s'enfoncent vers l'intérieur. C'est là qu'un ennemi de taille fait son apparition, serving d'ultime obstacle pour leur examen. Rirui et Anya sont gonflés à bloc, persuadés qu'il leur suffit de le terrasser pour décrocher enfin leur rang bronze. La jeune naine se jette à l'attaque avec son marteau, mais son coup est bloqué par un bouclier. La blonde se précipite pour la couvrir. Repoussée au sol, Rirui tente vexé de lancer son attaque d'eau, mais seul un ridicule jet d'eau sort de ses mains, totalement inoffensif. Heureusement pour elle, la chance leur sourit, le monstre glisse bêtement et s'étale la tête la première sur le sol. Profitant de l'aubaine, Anya et Rirui se jettent sur lui pour l'enchaîner. Une fois la bête terrassée, un superbe coffre au trésor apparaît enfin. Hajime félicite xé hai đứa em khi đã làm được tất cả. Sau đó quay về thì trời bắt đầu tối, đang vui vẻ vì sắp trở thành mạo hiểm giả hạng đồng, thì họ lại nhìn thấy ai đó được Oliver đón. Hai đứa em ngơ ngác nhìn vào con bạch xà của người ta mà hú hồn. Et supérieur à Hajime félicite ses deux protégés pour avoir accompli leur mission avec brio. Sur le chemin du retour, la nuit commence à tomber. Alors qu'ils se réjouissent à l'idée de devenir bientôt des aventuriers de rang bronze, ils aperçoivent quelqu'un accueilli par Oliver. Les deux petits restent bouche bée et terrifiés en découvrant l'immense serpent blanc de cette personne. La jeune femme aux cheveux noirs les rassure en disant que Go est un gentil serpent qui ne mord pas. La petite blonde s'imagine que la créature est le fameux destructeur de donjons, mais ce n'est pas le cas. Oliver lui explique que le véritable destructeur, c'est justement cette fille aux cheveux noirs nommée Sekihime. Le lendemain à l'aube, notre duo se voit confier la mission d'escorter le destructeur de donjons. La petite blonde est folle de joie à l'idée de monter sur le serpent blanc. En bas, notre héros lui conseille de ne pas faire trop de bruit, car ce serpent sert en réalité Dieu à Sekihime. En entendant cela, Rirui demande à la jeune femme s'il vaut mieux qu'elle descende, mais celle-ci l'invite à rester là. Oh, elle appartient au clan des Méduses et possède un pouvoir extrêmement dangereux, capable de pétrifier tout ce qu'elle regarde. En chemin, ils aperçoivent une baleine migratrice planer majestueusement dans le ciel. Sekihime aimerait tant admirer ce spectacle, mais elle n'ose pas ouvrir les yeux. Son monde à elle n'est fait que de ténèbres. C'est ainsi qu'ils arrivent au donjon de la veille pour que Sekihime puisse accomplir sa tâche de destruction. Elle s'exécute alors en ouvrant ses yeux pétrificateurs. Instantanément, tout ce qui l'entoure se change en pierre, sans exception. Face à un tel spectacle, même Hajime reste totalement sous le choc, et ne parlons pas de la pauvre Rirui. Il est évident que le pouvoir de cette femme dépasse de loin la simple force brute, on peut carrément le qualifier de terrifiant. Le donjon, entièrement pétrifié, commence déjà à s'effondrer. Mais malgré ce don de pouvoir tout changer en pierre, Sekihime souffre d'une immense solitude. Sa race étant jugée bien trop dangereuse, la guilde lui a attribué d'office ce rôle de destructrice de donjons. On pourrait croire qu'avoir le gîte et le couvert garanti est une chance, mais en réalité, son sort fait beaucoup de peine. Plus tard, réveillé par un moyen plutôt mystérieux, Hajime parvient à la transformer en enfant. Sekihime est aux anges, dans cet endroit, elle peut ouvrir grand les yeux sans le moindre danger. Folle de joie, elle contemple les arbres et les fleurs. C'est bien la première fois qu'elle découvre autant de couleurs. Bien qu'elle ignore comment cela est possible, Rirui, avec son optimisme légendaire gonflé à bloc, continue de s'amuser comme si de rien n'était. Manque de bol, les deux filles finissent par se faire engloutir par un slime. Hajime doit voler à leur secours et reçoit leurs remerciements. Ensemble, ils partent explorer cet endroit mystérieux. Rirui les emmène même s'amuser au bord de l'eau, tout en se vantant d'avoir croisé une tortue absolument gigantesque par ici. Juste après,
une baleine migratrice fait son apparition. Sekihime est si bouleversée qu'elle s'effondre, n'en croyant pas ses yeux. Notre héros comprend alors que la petite blonde semble très bien connaître cet endroit, et il remarque un étrange symbole dessiné sur sa main. Ce symbole apparaît lorsque quelqu'un maîtrise une compétence spéciale, tout comme Véronica qui a un motif de cœur sur la poitrine, raison pour laquelle cet endroit est appelé le monde des rêves. Il s'avère que le peuple des succubes a le pouvoir de manipuler les songes. Comprenant enfin la situation, Sekihime exprime toute sa gratitude à la fillette. C'est grâce à elle qu'elle a pu faire de si belles découvertes. Ravi d'avoir pu se rendre utile, Rirui est aux anges avec son nouveau pouvoir. Quand notre héros reprend sa forme adulte, surprise, la jeune femme succombe totalement à son charme et lui fait une déclaration d'amour sur le champ. Le lendemain, lors d'une mission en extérieur, la jeune femme se montre très attentionnée envers notre héros, ce qui provoque la jalousie féroce de Rirui. Du coup, durant la chasse au slime, la petite se déchaîne et se montre particulièrement agressive. Quant à notre protagoniste, il ne sait absolument pas comment répondre à cette invitation à un rendez-vous. Il faut dire qu'il plaît souvent aux filles, mais qu'il n'a jamais connu le moindre amour. Anyango s'approche alors pour demander ce qui cloche aujourd'hui tant leur comportement est bizarre, tandis que la petite blonde crie sur son grand frère pour lui demander ses intentions envers la jeune femme. Gêné, notre héros bredouille une comparaison un peu douteuse, insinuant que si les Eduarmes en grandissant l'aimaient aussi, il pourrait sûrement leur peloter les fesses gratuitement. En entendant ça, les deux gamins restent totalement sans voix, et le gratifient d'un regard méprisant, le prenant pour un vrai déchet. De retour à la guilde, Hajime informe Oliver de la déclaration de Sekihime. Rirui tire une tête si dépitée que les mots lui manquent. Mais qu'il faut faire attention sous peine de se faire pétrifier par cette femme en un clin d'œil. À l'heure du repas, Sekihime vient lui ouvrir son cœur. Dans la taverne, tout le monde est surexcité à l'idée de voir où cette romance va les mener. Nathalie a raconté aujourd'hui plein de choses sur notre héros à la jeune fille aux cheveux noirs, ce qui explique pourquoi elle est devenue rouge comme une tomate. Comme c'est son tout premier amour, Sekihime est encore très intimidé. C'est alors que, sans crier gare, Véronica entraîne notre héros à l'écart. Elle aborde le sujet de la confession et lui ordonne de rejeter cette fille, lui rappelant qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, et que comme elle est une succube magnifique, tout le monde tombe sous son charme, sauf lui. Allez savoir pourquoi. Ça la rend folle de rage, alors elle exige qu'avant de s'intéresser à une autre, Hajime doive d'abord tomber amoureux d'elle. Après quoi, elle pourra le larguer, et il pourra faire tout ce qu'il veut. C'est à ce moment-là que Rirui arrive à son tour pour lui déclarer sa flamme. La petite lui assure qu'elle deviendra plus tard une aventurière redoutable et magnifique, avec une poitrine aussi généreuse que celle de sa grande sœur. Pour l'instant, il veut juste continuer à vivre ainsi et partir à l'aventure avec sa petite sœur. C'est pour ça qu'il est allé voir Sekihime, histoire de trouver un moyen de rejeter sa déclaration d'amour. Pendant ce temps, les invités surprises se cachent dans un coin pour espionner. Et concernant leur rencard, notre héros lâche, moi. Et voilà, le râteau est lâché, ce qui rend Sekihime hyper triste. Elle ne pensait pas qu'un rejet ferait si mal. Sous le coup de l'émotion, ses pouvoirs de méduse se déchaînent, faisant carrément craqueler le sol. Pris de panique, Hajime est bien obligé d'accepter sa déclaration pour éviter une catastrophe. En entendant ça, Véronica et Rirui l'ont grave mauvaise, mais elle n'ose pas intervenir. Notre protagoniste enchaîne alors en demandant si sortir ensemble signifie qu'il peut lui peloter la poitrine et les fesses gratuitement. À ces mots, les autres filles éclatent de rire, tandis que Sekihime voit maintenant notre héros sous un tout autre jour et décide de prendre ses distances. Le serpent blanc pousse un sifflement de dégoût face à tant de perversité, avant d'embarquer sa maîtresse. Rirui en profite pour s'incruster et déclare qu'elle s'occupera volontiers de son grand frère pour le restant de ses jours. Quelques jours plus tard, l'œuf de Rirui n'a toujours pas éclos. La fillette en attend énormément et s'imagine déjà, folle de joie, en train de chevaucher un dragon au gré du vent. De son côté, notre héros lui conseille de l'avaler tout rond pour s'éviter des ennuis. Sa petite sœur proteste en criant que c'est un œuf porte-bonheur, et qu'il en sortira forcément un dragon hyper utile. Et le lendemain matin, l'œuf commence enfin à se fissurer, ce qui rend la gamine folle de joie. Sauf que la créature à l'intérieur n'est évidemment pas un dragon, mais tout autre chose. Comme Hajime a le ventre vide, il l'appelle déjà son petit déjeuner, ce qui lui vaut de se faire disputer par sa sœur qui a mal compris. Un peu plus tard, Rirui descend fièrement présenter sa petite bête. Véronica et Nathalie s'accordent à dire que la créature est adorable. La fillette appelle joyeusement l'oiseau « dragon », mais les deux aînés s'imaginent simplement que c'est son petit nom. Notre héros lui révèle alors que c'est un moineau des montagnes et non un dragon, ce qui déçoit un peu Rirui. Mais bon, après l'avoir observé un moment, elle le trouve quand même très beau, alors tant pis. En y repensant, notre héros a lui aussi eu un animal de compagnie autrefois, un chien qui vivait dans les bidonvilles. L'animal était super intelligent et jouait souvent avec lui. Mais à cause d'une période de forte pluie, il n'a pas pu accomplir ses quêtes, se retrouvant sans rien à manger pendant plusieurs jours d'affilée. Soudain,
Hajime s'est mis à fixer le chien avec un regard si passionné que la pauvre bête en a eu des sueurs froides. À ce stade du récit, les trois filles lancent un regard noir à notre héros, persuadé qu'il a fini par cuisiner le pauvre chien pour calmer sa faim. Véronica conseille alors à Rirui de ne pas lâcher sa dinde, du regard, sous peine de la voir finir à la casserole. Plus tard, ils se rendent dans un donjon pour entraîner le dragon. Rirui essaie tant bien que mal de lui apprendre à éliminer les slimes, mais l'oiseau ne comprend absolument rien et se contente de piailler. Résultat, la fille et sa bête se font toutes les deux gober. Devant ce spectacle, Hajime ne peut que pousser un long soupir. Après s'être fait sauver une bonne dizaine de fois, Rirui commence à flipper que le grand frère ne s'énerve et décide carrément de passer le petit dragon à la casserole. Surtout qu'en y regardant de plus près, elle capte qu'il est en train de le tâter, comme s'il vérifiait la tendreté de la viande avant de passer au fourneau. Du coup, dès le lendemain, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser le dragon dans la chambre. Grâce à ça, Rirui a pu libérer tout son potentiel en éliminant les slimes les uns après les autres, ce qui lui a permis de monter de niveau. Mais en rentrant toute joyeuse dans sa chambre, voilà sur quoi elle est tombée. Notre héros est entré dans une colère noire en découvrant une grosse crotte en plein milieu du lit. Pour éviter que la petite bête ne finisse à la casserole, Rirui a décidé de dresser le dragon pour qu'il l'aide aux tâches ménagères. Sauf qu'il est encore bien trop minuscule, au point de ne même pas pouvoir porter un simple verre d'eau. Nathalie rassure alors la petite en lui disant de ne pas s'en faire. Avant, à cause de la misère, notre héros mangeait ses animaux de compagnie, mais maintenant qu'il vit confortablement, il ne devrait plus y avoir de problème. Sauf que le sourire bizarre du père fait vite douter Nathalie. Au moment de partir en mission, Rirui stresse un peu à l'idée de laisser à nouveau le petit dragon seul. Sentant le coup foireux, sa petite sœur propose de rester, pour éduquer la petite bête. Les deux filles sont ultra motivées, mais la bestiole les remercie en leur laissant un joli cadeau, une nouvelle crotte. De son côté, Hajime est monté faire une patrouille en montagne pour voir si tout est normal, et c'est là qu'il tombe sur des oiseaux, assez similaires au petit dragon de Rirui. Il découvre aussi plein d'excréments de lièvre-ours. Si ce monstre traîne vraiment dans la montagne, ça craint un max. Pendant ce temps-là, Nathalie montre à Rirui comment plier correctement les serviettes. Et hop, l'oiseau passe à la pratique et s'en sort comme un chef. Malheureusement, il marche sur le tissu propre avec ses pattes sales, alors retour à la case lessive. Du côté de la guilde, on signale l'apparition d'un lièvre-ours. Cette espèce se multiplie à une vitesse folle, il faut donc s'en débarrasser au plus vite, avant qu'il n'y ait des victimes. Olive demande donc à notre héros de le traquer et de l'éliminer. Le lendemain matin au petit déjeuner, le frère et la sœur remarquent que Nathalie a l'air malade, même si elle essaie de faire bonne figure. Le père insiste alors pour qu'elle monte se reposer, car s'épuiser à la tâche va finir par la rendre malade. Elle sait que l'auberge va être bondée et a peur que le daron ne s'en sorte pas tout seul. En entendant ça, Rirui propose de gérer la boutique aujourd'hui avec le petit dragon pour que son aîné se repose. Malgré sa bonne volonté, Nathalie refuse. Agacée par tous ces chichis, notre héros la soulève carrément en mode princesse, ce qui la fait rougir de honte avant de s'évanouir sur le champ. Le père et Rirui ont grave le seum en voyant ça. Sur ce, Rirui part aider au service et le petit oiseau s'avère lui aussi très utile. Mais comme elle est encore un peu maladroite, elle renverse souvent de l'eau par terre. En voyant ça, le patron repense à sa fille quand elle était petite. À l'époque, leur famille vivait un bonheur parfait, mais sa femme est tombée gravement malade et n'a pas survécu. À l'étage, dans la chambre, Nathalie pleure elle aussi, sans voulant d'être si faible. Elle venait à peine d'appeler sa maman que Rirui surgit. La petite sœur propose alors de lui caresser la tête pour la consoler, et pousse la plaisanterie jusqu'à lui demander de téter, quelle blague. En faisant le ménage à la place de sa grande sœur, la blonde a enfin compris que chaque métier a ses propres difficultés. Nathalie confie que même si le ménage est épuisant, elle veut donner tout ce qu'elle a pour soutenir les aventuriers. Tout ce qu'elle peut faire, c'est garder la taverne propre. En entendant ça, Rirui la félicite en disant qu'elle fera une excellente épouse plus tard, sans oublier de lui rappeler de ne pas lui piquer son Hajime. Du côté de notre héros, impossible de mettre la main sur le lapin-ours. Pour le débusquer, il se dit qu'il lui faudrait des compagnons au flair bien aiguisé, car comme il passe le plus clair de son temps dans les donjons, la traque s'annonce plutôt corsée. Comprenant la situation, Rirui et le dragon prennent une décision. Le lendemain matin, Nathalie a repris du poil de la bête. La petite sœur et le petit oiseau demandent à l'accompagner pour lui prêter main forte. Devant sa détermination, Hajime finit par accepter. C'est ainsi qu'il s'enfonce à nouveau dans la forêt à la recherche de la petite créature. Sentant soudain quelque chose, le petit dragon se précipite pour aller voir. Rirui part à sa recherche et découvre d'autres oiseaux, mais d'une taille absolument gigantesque. Notre héros devine que le bébé dragon a accouru en sentant ses semblables. C'est ainsi qu'il commence à communiquer avec le papa oiseau. Peu après, les cris d'autres spécimens résonnent à travers la forêt. Comprenant la situation, le bébé dragon file à toute allure, obligeant notre héros et Rirui à lui courir après. En réalité, il savait que le jeune homme cherchait la bête dangereuse et a demandé à ses congénères de l'aider à la localiser.
Hajime est plutôt bluffé, ce poulet rôti est finalement sacrément utile. Rirui, apercevant un monstre, s'apprête à foncer dans le tas, mais Hajime s'interpose pour la protéger. D'un seul coup de marteau, il le liquide sur le champ. Après cet exploit, le petit dragon reçoit toutes les louanges pour son efficacité. Il se pourrait même qu'il soit plus utile que Rirui. Le soir venu, bien décidé à faire ses preuves, Rirui aide au service. C'est à ce moment qu'un messager arrive pour voir Véronica. En lui demandant ce qui se passe, on apprend que sa boutique, les ailes de Succube, s'est effondrée. Le lendemain, la bande à notre héros retourne à la boutique de Véronica pour constater les dégâts. En apprenant la terrible nouvelle, elle tombe des nues, tandis que notre jeune homme se paye une bonne tranche de rigolade. Mais contre toute attente, elle lui saute au cou en larmes. La jeune femme aux cheveux violets explique qu'elle a tout donné pour ce commerce depuis l'époque où elle n'avait pas un sou en poche dans les bas-fonds. Elle supplie alors notre héros de rentrer en ville avec elle. Pris au piège, il n'a d'autre choix que d'accepter. Les deux autres exultent aussitôt, ravis de voir que leur proie a mordu à l'hameçon. Pourtant, Véronica s'inquiète toujours pour ses employés. La blonde la rassure en disant que, heureusement dans leur malheur, personne n'a été blessé. La succube jure alors que si elle découvre qui a osé saboter sa boutique, elle lui fera vivre un véritable enfer. Peu de temps après, ils arrivent enfin en ville. Rirui est complètement émerveillé par le paysage. Pour Hajime, l'endroit est chargé de souvenirs. En voyant les gamins courir, il a l'impression de se revoir à leur âge. Véronica lui demande d'arrêter de faire son cinéma et d'aller plutôt examiner la boutique. Tout est en ruine, irrécupérable. C'est alors qu'une autre employée accourt en appelant sa patronne. À cause de la situation difficile, Maribel est obligée d'enchaîner les petits boulots. Et pile à ce moment, le suspect numéro 1 du sabotage fait son apparition. Il s'agit de la rivale de toujours de Véronica, une rousse aux taches de rousseur nommée Jessie, venue remuer le couteau dans la plaie en se moquant ouvertement de l'effondrement. Alors que la succube s'apprête à lui en coller une, Jessie s'empresse de nier les faits, affirmant que c'est le dragon qui a détruit la maison. C'était Kasumi qui s'était posé là pour se reposer. L'autre fille confirme la version, la guilde des aventuriers vient tout juste de publier un communiqué officiel à ce sujet ce matin. En apprenant cela, Véronica se prend la tête à deux mains, réalisant qu'elle a oublié de souscrire à l'assurance contre les dégâts de dragon. Sa rivale en profite pour lui réclamer des remerciements, prétextant avoir dépanné ses employés qui n'avaient nulle part où aller. En entendant ça, Rirui et Hajime se disent que Jessie est finalement quelqu'un de bien. La rousse, un sourire en coin, propose un marché, elle s'occupera des jeunes de Véronica, mais en échange, celle-ci devra libérer Richa de ses chaînes d'esclaves. Sauf qu'en fait, personne ne sait de qui elle parle. Véronica appelle alors le type Pochi, ce qui le fait aboyer comme un chien, avant de lui coller quelques baffes. De quoi rendre Jessie folle de rage, vu que c'est l'homme qu'elle aime. Profitant de la situation, la jeune femme aux cheveux violets fixe ses conditions, si elle rembourse l'intégralité des frais de reconstruction de la boutique, elle acceptera de négocier la liberté de Pochi. La rousse trouve sa rivale bien gourmande, mais elle s'en doutait un peu. C'est pourquoi elle lui propose de régler ça par un défi, un raid de donjon pour voir qui sera la plus rapide. Si Véronica l'emporte, elle verra la moitié de ses frais de reconstruction pris en charge, mais en cas de défaite, elle devra affranchir Richa et devenir son larbin. En entendant les termes, la succube accepte sans hésiter une seconde, avec Hajime dans son camp, elle ne craint absolument rien. Le soir venu, le frère et la sœur continuent de s'empiffrer tranquillement comme si de rien n'était. Véronica, elle, redoute que les hommes tigres engagés par sa rivale ne remportent la victoire. Notre héros estime que l'adversaire a déjà tout planifié et qu'elle va sûrement chercher à prendre les devants. Richa prend la parole pour affirmer que demain, il se battra de toutes ses forces pour pouvoir rester auprès de sa maîtresse. Le lendemain matin, tout le monde est sur le pont. Chaque camp aligne 5 participants pour la compétition, et l'équipe qui terrassera le boss du niveau intermédiaire en premier remportera la mise. Dès le coup d'envoi, les féroces guerriers tigres se ruent vers l'avant pour plier le match au plus vite. Jessie, incapable de suivre le rythme, finit par déclencher un piège. C'est à ce moment précis que Richa s'interpose pour encaisser le coup à sa place, on comprend mieux pourquoi la rousse a le béguin pour ce garçon. Véronica la mauvaise de le voir aider la concurrence. Ni une ni deux, les deux femmes en viennent aux mains, laissant le frère et la sœur totalement bouche bée. Rirui, refusant de voir sa championne perdre, se lance à la poursuite des hommes tigres. Se fiant à son instinct, elle débouche sur un cul-de-sac, mais le petit dragon sent quelque chose d'anormal. Aussitôt, le gros oiseau bondit sur le bras de la statue. Miracle, un passage secret s'ouvre sous leurs yeux. Le frère et la sœur en ont les yeux écarquillés, n'en croyant pas leurs yeux. En s'aventurant à l'intérieur, ils tombent même sur un coffre au trésor. En l'ouvrant, ils découvrent une robe et un bâton de mage. Hajime insiste pour que Rirui l'essaye, même si elle semble flotter dedans. Mais à l'instant même où elle l'enfile, le vêtement rétrécit pour s'ajuster à sa taille. C'est la magie propre au trésor de donjon. Forcément, obtenir un tel équipement remonte le moral des troupes à bloc.
Ils finissent par dégoter la porte menant directement à la salle du boss. Les guerriers tigres sont déjà en plein affrontement avec la créature, mais on sent bien qu'ils ne font pas le poids. Rirui s'apprête à charger elle aussi, mais son frère la retient. Avec son niveau de débutante, ce combat, c'est le pot de terre contre le pot de fer. S'il doit y avoir combat, ce sera à coup de magie à distance. La gamine craint pourtant que son sort ne ressemble qu'à un jet de gamin de 3 ans qui fait pipi, sans faire le moindre dégât. Notre héros lui assure qu'avec son nouvel équipement, sa magie sera décuplée. Revigorée par ses encouragements, la petite se lance. Et en effet, la tenue et le bâton permettent à la blonde de déployer un sort bien plus puissant. Le monstre se retrouve emporté par un puissant torrent d'eau et finit par s'éclater la tête contre le mur, passant l'arme à gauche sur le champ. La fillette proclame fièrement sa victoire. Elle s'attendait à se faire disputer, mais contre toute attente, les guerriers tigres la félicitent chaleureusement. C'est à ce moment que les deux rivales arrivent enfin sur place. Voyant le boss terrassé, Véronica demande des explications, et tout le monde désigne Rirui, ce qui remplit de joie la femme aux cheveux violets. Elle les remercie chaleureusement de lui avoir fait économiser la moitié des frais de reconstruction. De retour à l'auberge, notre héros se fait chouchouter par les employés de Véronica. Un spectacle qui fait bouillir le sang de Rirui, jalouse qu'on lui pique son chéri, et qui s'empresse de l'arracher à ce nid de tentatrice. Comme ils doivent repartir l'après-midi même, notre héros est furieux qu'on l'ait privé de son joli petit harem. Sa sœur lui rappelle alors qu'Olive lui avait demandé de lui ramener du parfum. Sachant que cette dernière n'est pas commode, Hajime se résigne à l'acheter pour lui faire ce cadeau. Ayant grandi dans les bidonvilles, il n'a absolument aucune affinité avec ce genre de fioritures parfumées. Quitte à être sur place, notre héros décide d'aller se recueillir sur la tombe de ses proches. Rirui s'imagine qu'il s'agit de ses parents, mais en réalité, ce sont ses anciens compagnons de galère. Touché, Rirui lui propose de jouer les mamans justes pour aujourd'hui afin de lui remonter le moral. On s'enfonce dans le bidonville, elle attire tous les regards. Notre héros la taquine en disant que les locaux lorgnent sur son gros oiseau avec appétit. Prise de panique, Rirui serre la bestiole contre elle en répétant que les oiseaux sont des amis, pas de la nourriture. Un peu plus loin, elle aperçoit quelqu'un qui vend de la camelote et décide d'aller l'interroger. Son frère ne peut s'empêcher de ricaner, ce qui lui vaut de se faire traiter de chenapan par le vieux Pumu. Ces deux-là se connaissent depuis une éternité et sont plutôt complices. Pensant que Rirui est sa fille, le vieux tombe de haut quand notre héros lui explique qu'il l'a simplement recueillie. Le vieil homme n'en revient pas. Il faut dire que Hajime n'a pas toujours été un enfant de chœur. Le vieillard se rappelle leur première rencontre, le gamin était en train de lui voler ses affaires, et quand il a voulu les récupérer, Hajime lui a envoyé quelques droites. Pour se venger, la fois suivante, le vieux lui a décoché un coup de pied particulièrement vicieux là où ça fait mal. Alors qu'il somnolait tranquillement, le petit dragon se fait soudain dérober par un gamin du coin. Rirui appelle son frère à l'aide, mais celui-ci l'encourage à régler ça elle-même. Hors d'elle, la petite tente d'attaquer le voleur avec sa magie, mais finit par briser la vitre d'une maison voisine. Manque de chance, le propriétaire est un caïd du quartier qui commence à hurler de rage. Mais dès que le type reconnaît Hajime, il se dégonfle aussitôt. Ses hommes de main, ne comprenant pas sa réaction, s'avancent pour demander qui est ce rigolo, et finissent par se faire démolir la tête. Après cette petite mise au point, le frère et la sœur reprennent leur chemin vers le cimetière pour se recueillir. À peine déposées, les offrandes de nourriture et d'alcool sont volées, mais notre héros ne cherche pas à les récupérer, se rappelant qu'il faisait exactement la même chose pour survivre à leur âge. En tirant une bouffée de sa cigarette, il se demande où peuvent bien être les âmes de ses camarades disparus, et s'ils ont enfin trouvé le chemin du paradis. Même si elle ne saisit pas toute la tristesse du moment, Rirui lui caresse doucement la tête pour le réconforter. De retour chez le vieil homme, il le trouve en train de siroter son alcool, tandis que les deux gamins de tout à l'heure s'amusent à pêcher le rat, ce qui intrigue beaucoup la fillette. À l'époque, notre héros faisait de même pour remplir son assiette. Trouvant l'activité plutôt amusante, Rirui insiste pour essayer. Comme il s'agit du gagne-pain de ses enfants, le grand frère n'accorde à la blonde qu'une seule et unique tentative. Il faut d'abord dégoter un gros verre bien gras pour s'en servir d'appât. On le laisse descendre et on attend que le rongeur morde à l'hameçon. Une fois que c'est fait, le plus dur est passé. Ensuite, il suffit de canarder les rats avec des cailloux pour les achever, tout en évitant soigneusement de toucher le verre, car ils sont très rares et doivent resservir pour la prochaine fois. La fillette se montre bien décidée à organiser un vrai festin de rats ce soir, même si juste après, elle dézingue une chenille à coups de cailloux. Après avoir filé un coup de main à Véronica, notre héros revient sur ses pas. Rirui a même pris le soin de préparer un cadeau pour sa grande sœur. C'est une petite statuette du monstre qu'elle a réussi à terrasser, et elle ne se prive pas pour s'en vanter. Étrangement, l'homme poulet assis juste à côté en sait un rayon sur cette créature. Quand Hajime lui pose la question, le type explique qu'il essaie de devenir chercheur. Sachant que nos deux compagnons sont des aventuriers professionnels, il leur a proposé d'assurer sa protection pendant qu'il récoltait des informations sur les monstres. Dès le lendemain, le travail commence. Ce père de famille a même emmené sa fille avec lui dans le donjon. Rirui fait tout de suite sa crâneuse,
en disant que c'est super dangereux pour les gosses d'entrer dans un donjon. Résultat, elle s'est fait passer un savon mémorable. Coco estime que les aventuriers font tous du travail bâclé, et comme son père est trop gentil pour dire quoi que ce soit, elle se sent obligée de les accompagner. C'est ainsi que toute la troupe s'enfonce dans le donjon pour l'explorer. Notre petite protégée, elle, l'a toujours mauvaise que cette G. Puis il explique que le sol est piégé. Il s'attendait à un merci ou un truc dans le genre, mais pas du tout. Coco réplique qu'elle le savait déjà. En fait, elle porte des lunettes qui détectent les pièges, et elle balance au blondinet de garder ses inquiétudes inutiles pour lui. C'est tellement frustrant que Riri enrage complètement. Le père de Coco, lui, note tout sur les monstres. Même Ajim se demande pourquoi il s'embête à répertorier des créatures aussi communes. Riri est tout aussi curieuse. Après tout, la guilde donne déjà toutes les caractéristiques des monstres, alors pourquoi se donner autant de mal? Le daron explique que le donjon regorge encore de mystères. Une même espèce peut varier de taille ou présenter des mutations qui peuvent coûter cher aux aventuriers. Il demande ensuite à Riri si elle a déjà vu un slime trembler dans le coin d'une pièce. Si c'est le cas, il faut essayer de le battre et revenir le lendemain. Un slime avec des pierres précieuses à la place des yeux apparaîtra. En entendant ça, le blondinet est complètement bluffé. C'est justement pour découvrir ce genre de rareté qu'il faut tout noter soigneusement. Voyant que le blondinet n'y connaît rien, Coco en profite pour le taquiner. Pourquoi les aventuriers sont tous aussi stupides? En entendant ça, Riri lui crache carrément au visage en ricanant qu'elle a eu un accident de bouche. C'est trop drôle. Forcément, le ton monte et Ajim finit par leur coller un bon coup derrière la tête. Dans un donjon, il ne faut absolument pas se disputer, sous peine de se faire surprendre par une attaque. Ils reprennent leur route en continuant de tout noter. Comme notre héros connaît le coin par cœur, ils s'en sortent sans encombre. Alors qu'ils s'arrêtent pour faire une pause, Riri est curieuse de savoir ce que l'autre dessine, alors elle jette un coup d'œil. Au début, elle voulait se moquer d'elle, mais en voyant que Coco dessine trop bien, elle se sent gênée. Quant à ce travail, Monsieur Poulet s'y consacre depuis longtemps mais sans résultat. D'habitude il se contente d'aider aux travaux des champs. Il attend d'avoir de l'argent pour commencer à documenter l'intérieur du donjon. S'ils arrivent à vendre ces données, leur famille pourra vivre un peu plus à l'aise. Ajim emprunte aussi le livre pour y jeter un œil, et après avoir bien compris la situation, il partage une information cruciale du livre avec Oliver. Avec autant d'informations, les aventuriers seraient bien plus rassurés. La fille aux cheveux d'argent veut aussi y jeter un œil et, si possible, elle demandera à la guilde de l'acheter. De plus, de nombreuses quêtes s'attendent notre héros. Comme il s'est absenté pendant 5 jours, notre héros doit maintenant rattraper le temps perdu. À la taverne, Coco demande à Nathalie d'apporter à manger à son père qui est en plein travail. En sachant qu'ils sont érudits, la gérante les félicite, mais contre toute attente, des gens à côté se mettent à dire que le père de Coco n'est qu'un idiot. Comme elle est une femme poulet, son père doit être complètement idiot, une vraie cervelle d'oiseau après tout. Ces deux types continuent de balancer des remarques super blessantes, ce qui met la fillette hors d'elle sans qu'elle puisse réagir. Elle s'enfuit en courant et tombe pile sur Riri qui rentre à l'instant. La petite sœur montre son agacement envers Coco qui passe son temps à la prendre de haut. En l'entendant, Coco se dit qu'après tout, la blonde n'est encore qu'une enfant. Riri admet que son père est vraiment doué, mais elle ne supporte pas le mépris de Coco. Elle se dit que Coco fait la fière uniquement parce qu'elle a un père intelligent. En entendant son père recevoir de tels éloges, la gamine cachée dans son coin se sent un peu réconfortée. Le lendemain matin, grâce à la recommandation d'Ajim, la guilde décide d'acheter les écrits de Monsieur Poulet. De plus, s'il maintient cette qualité, ils sont prêts à les lui acheter sur le long terme. C'est pourquoi, à partir de maintenant, le père et sa fille vont s'installer ici un moment pour poursuivre leur travail. Coco propose à Riri de devenir amie, mais elle se prend un de ses regards noirs en retour. Quand elle lui demande ce que ça signifie, la blonde lui lâche carrément qu'elle veut la voir disparaître d'ici. Afin de rattraper les quêtes manquées pendant son absence, Ajim décide de partir seul. Parce qu'avec Riri dans les pattes, il n'aurait jamais fini. La petite s'accroche à lui pour venir, et même les conseils d'Anya n'y font rien. Voyant cela, il décide de lui mentir en disant qu'il y a un slime volant juste derrière elle. Aussitôt, Riri se précipite pour chercher, mais ne trouve rien. Le temps qu'elle se retourne, son grand frère s'est déjà volatilisé. La blonde veut le poursuivre, mais Anya l'en empêche. Alors qu'elles font les idiotes, Oliver leur demande de lui donner un coup de main. Comme Anya sait lire, elle est chargée d'afficher les quêtes. Quant à Riri, un peu moins futée, elle doit se contenter de passer le balai, que voulez-vous. Même si elle est un peu triste, la petite se motive pour être productive. Pourtant, en voyant qu'Anya sait lire et même compter, la blonde ressent un brin de jalousie. Le pire, c'est quand elle essaie de déplacer une caisse, la blonde n'arrive pas du tout à la soulever, alors qu'Anya en porte carrément 2 d'un coup. Sans baisser les bras, elle force un peu plus mais finit par se faire écraser sous le poids. Riri se sent tellement inutile,
elle a l'impression de n'aider en rien. Faire le ménage, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas de quoi être fier. Faible et bête à la fois, elle s'excuse d'être une coéquipière aussi inutile. En entendant ça, Anya et le petit dragon se mettent aussi à pleurer à chaudes larmes. Quand Oliver monte et voit les trois en train de sangloter, elle n'y comprend plus rien. L'aîné va alors lui ouvrir les yeux. La façon dont Rirui travaille est remarquable, elle ne fait jamais les choses à moitié, et c'est une quête essentielle pour un aventurier. Oliver se revoit en elle et la félicite, elles ont toutes les deux le sens des responsabilités. Recevoir ces éloges lui remonte immédiatement le moral. Tard dans la soirée, notre héros finit enfin son travail. Rirui s'est endormi sur place en attendant son grand frère. En apprenant que la blonde a travaillé à la guilde, il est très fier d'elle. Oliver lui a aussi parlé de l'idée d'envoyer Rirui à l'école. C'est pourquoi, le lendemain matin, tous les deux se rendent à l'église pour faire la demande. Il y a pas mal d'enfants venus ici pour apprendre à lire, et Anya en fait partie, ce qui fait plaisir. Ainsi, les deux amis entrent en classe, mais un léger malaise s'installe, il s'avère que Coco vient aussi étudier aujourd'hui. La maîtresse demande à Rirui ce qu'elle aimerait apprendre, mais la blonde est trop timide pour répondre, alors on l'oriente finalement vers l'écriture. L'enseignante demande même à Coco de l'aider, puisque celle-ci sait déjà tout. Coco accepte, mais exige que Rirui lui en soit reconnaissante. Laissant leur querelle de côté, Rirui s'efforce d'apprendre au maximum. Son but est de pouvoir déchiffrer les fiches de mission afin de faciliter sa vie d'aventurière. Coco rêve elle aussi de devenir érudite comme son père, tandis que la blonde veut de son côté devenir une aventurière aussi forte que son grand frère. En discutant, les deux filles se rapprochent, et son ami lui montre même comment bien tenir son stylo pour écrire correctement. Anya vient ensuite inviter leur nouvelle amie à jouer avec elle, mais celle-ci a peur qu'on se moque d'elle, alors elle n'ose pas au début. Non loin de là, notre héros et le père de Coco sont occupés à attraper des libellules. En voyant sa fille s'amuser ainsi avec ses amis, Monsieur Poulet est agréablement surpris. La voir si joyeuse le remplit de bonheur, et il se dit que ce village est vraiment merveilleux. La scène passe à quelques jours plus tard. Alors que Hajime était en plein rêve avec des filles à la poitrine généreuse, un séisme a soudainement tout gâché, et visiblement, c'est un problème de taille pour le village. Le lendemain, notre héros et Rirui continuent leur chasse au slim dans le donjon. Une gentille mamie qui passait par là les voit et les félicite chaleureusement. C'est grâce au travail acharné de notre héros que le village est si paisible. La jolie blonde a même droit à un bonbon en récompense, ce qui la rend super joyeuse. Mais à peine la vieille dame partie, une bande de petits voyous débarque de nulle part. L'un d'eux demande à notre gars s'il est bien la recrue du village. Et bam! Hajime lui décoche une droite qui l'envoie direct mordre la poussière. Mort de douleur, les types avouent enfin qu'ils ne sont pas des ennemis, mais des habitants du village. Ils font partie de la milice locale. Leur conseil pour notre héros? Ne fait pas trop le fier dans ce coin. En plus de ça, ils prétendent même qu'ils vont assurer la sécurité du village. En réalité, ces trois guignols ne sont que des soldats de seconde zone dans la milice, ils ne valent pas un clou. C'est alors que Nathalie passe par là. En reconnaissant Jean, elle le salue chaleureusement. Ça fait un bail qu'ils ne se sont pas vus, et le jeune homme semble d'ailleurs avoir un gros faible pour elle. Du coup, il prend un air tout timide et embarrassé. Hajime comprend direct le topo. Il commence alors à le taquiner en disant « Ah là là, j'ai aussi pas mal de peine de cœur ces temps-ci, donc je comprends tout à fait ce que tu ressens. Pas étonnant que tu viennes chercher des noix à quelqu'un qui loge chez Nathalie comme moi. » Notre héros se tourne vers la jolie brune pour lui demander ce qu'elle en pense. Gênée, elle répond qu'ils ne sont que de simples amis. Une vraie douche froide pour cet imbécile, tandis que notre protagoniste en pleure de rire. Furieux et vexé, l'autre sort son arme pour l'attaquer, mais il finit par se reprendre une bonne correction. Ne pouvant rien faire de plus, Jean crie qu'il ne considérera jamais Hajime comme un membre du village. Nathalie explique alors que son ami aime profondément ce village, et demande à Hajime de ne pas lui en vouloir. Le soir venu, Rirui l'interroge aussi sur cette histoire d'être reconnu comme un habitant du village. Notre héros lui répond qu'il fait déjà partie de la communauté, un peu comme un aventurier qui lui est rattaché. S'il n'est pas encore totalement accepté, c'est simplement parce qu'il vient tout juste d'arriver. Rirui, elle aussi, adore ce village où tout le monde se montre si gentil. Notre héros pense que s'intégrer véritablement demandera du temps. Après l'avoir écouté, la jeune fille lui conseille de ne plus chercher de noix au type de cet après-midi. Durant la nuit, un nouveau séisme se produit, aggravant encore la situation. Oliver convoque immédiatement une réunion de crise, une bête magique d'un niveau de danger proche d'une catastrophe naturelle vient de faire son apparition. Un dinosaure à pointe a été repéré sur le mont Kunimi, tout près de chez eux. C'est complètement absurde, mais d'après l'érudit Poulet, ce dinosaure épineux est arrivé ici par accident, en voyageant sur le dos d'une baleine migratrice. C'est une bête magique féroce venue d'ailleurs, couverte d'épines et dotée d'une carapace ultra rigide. Les récents séismes sont probablement de son fait. Et pour éliminer un monstre de classe calamité, il faudrait plusieurs aventuriers de rang argent. En entendant cela, la vieille dame demande son avis à Hajime, puisqu'il est de rang platine,
soit un niveau au-dessus de l'argent. Mais notre héros n'a encore jamais affronté de dinosaure. Vu le niveau de la bête, s'en charger tout seul s'annonce plutôt corsé. En entendant ça, ce crétin de Jean commence à le chercher en disant qu'il fait pitié, mais il finit par se prendre une bonne baffe par son père à cause de sa bêtise. Un simple bleu qui ose se mêler des affaires des grands. Résultat, il se fait chasser dans la honte la plus totale et la mauvaise. Pour en revenir à la chasse aux monstres, l'érudit Poulet pense qu'il vaut mieux recruter d'autres personnes pour s'occuper de la bête en toute sécurité. Le budget devrait suffire, alors la doyenne donne son feu vert. En plus, si Agim participe, les frais seront réduits. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à repartir chasser des slimes avec Rirui, notre héros apprend la disparition de Jean. Ses deux meilleurs amis ont également disparu. Les adultes soupçonnent qu'ils sont allés au mont Kunimi pour affronter le dinosaure épineux, une information confirmée par Oliver. Agim doit donc partir les sauver avant qu'il ne soit trop tard, et il demande à Oliver toutes les infos qu'il possède sur le monstre. Le père tente d'abord de l'en empêcher. Pour lui, Agim fait partie du village et ne devrait pas se mettre en danger pour ces petits imbéciles. De son côté, en apprenant la nouvelle, la vieille dame se tourne vers Nathalie pour lui demander de l'aide. Alors que ses compagnons s'inquiètent, Agim leur caresse la tête et les rassure en leur disant qu'il ramènera tout le monde sain et sauf. Après tout, c'est un aventurier de rang platine. Au début, Rirui devait rester à la maison, mais forte de son expérience, la petite s'accroche à lui et insiste pour l'accompagner. Peu après, le père s'incline pour s'excuser du dérangement causé par son fils. S'il revient sain et sauf, il jure de lui passer un savon mémorable. Pendant ce temps, Rirui est hyper motivé pour se battre. Un spectacle qui inquiète profondément Olive. La fille aux cheveux d'argent dégage une aura de mort, l'air de dire que si Hajime laisse un seul cheveu de la petite se faire frôler, ce sera sa fête. Du coup, notre héros prévient la blonde qu'il n'est pas son garde du corps, et que si elle veut le suivre, elle devra se débrouiller seule. Loin d'avoir peur, la petite est encore plus excitée. C'est ainsi qu'ils chevauchent leur petite monture vers la dangereuse montagne. Au même moment, les trois idiots du village se rapprochent de l'emplacement du dinosaure épineux. Jean prétend que Hajime est un bon à rien qui a eu la frousse dès qu'il a entendu le nom du monstre. Son ami ajoute que s'ils le battent, Nathalie les félicitera sûrement. Les deux complices ont bien compris les sentiments de Jean envers la jeune fille. Soudain, une empreinte de pas absolument gigantesque apparaît juste devant eux. Rien qu'à la voir, il y a de quoi être terrifié, alors de là à affronter un dinosaure. Ses deux amis lui conseillent de faire demi-tour, mais Jean reste déterminé à protéger le village. À peine a-t-il fini sa phrase qu'une énorme boule fonce sur eux. Les trois parviennent à l'esquiver de justesse et réalisent qu'il s'agit du fameux dinosaure épineux. Sa dangerosité les paralyse de peur. Pourtant, Jean décide quand même d'engager le combat, mais la bête ne fait pas de cadeau. D'un coup sec, elle balance sa queue avec force. Voyant le danger, Jean pousse son ami pour encaisser le coup à sa place. Heureusement, ce garçon a l'habitude de prendre des coups, alors il s'en sort bien. C'est justement parce que cette créature est trop dangereuse qu'il veut absolument l'éliminer pour protéger le village. La bête magique se roule ensuite en boule et fonce sur eux, mais heureusement, leur sauveur arrive à point intellect. Hajim brandit son marteau divin et envoie une frappe magistrale qui projette le dinosaure au loin. Cependant, avec sa carapace ultra résistante, le monstre n'a presque rien senti. À la base, notre héros voulait simplement ramener les trois idiots et éviter le combat, mais puisque la situation a dérapé, il n'a plus le choix. Jean comprend qu'il ne fait que gêner et bat en retraite. La petite blonde, quant à elle, est tellement excitée qu'elle veut charger, mais elle se fait attraper par le col et évacuer. Affronter ce dinosaure en solo est extrêmement difficile, mais notre aventurier de rang platine est plus que chaud pour en découdre. Il fonce immédiatement et brise net l'une des cornes de la bête magique. Le point faible du dinosaure épineux réside dans ses épines, si on parvient à toutes les détruire, sa carapace s'affaiblira. Mais la tâche s'annonce particulièrement ardue, surtout que l'adversaire est incroyablement coriace. L'instant d'après, Hajime est projeté contre un rocher. Sa tête saigne, mais sa puissance de combat ne fait qu'augmenter. D'une seule main, il soulève un énorme rocher pour bloquer le dinosaure. Suite à l'impact, la créature perd une grande partie de ses épines. Le pouvoir passif de Hajime est simple, plus il prend de coups, plus il devient fort. Les deux adversaires se lancent alors dans un face brutal. Cette fois, le monstre se fait littéralement massacrer. Dès que son corps se ramollit à cause de la perte de ses épines, notre héros lui assène le coup de grâce en plein dans la tête. Devant une telle démonstration de force, Jean reste bouche bée. C'est donc ça, le niveau d'un aventurier de rang platine. Hajime pousse un soupir de soulagement, content d'en avoir enfin fini. La petite accourt pour le féliciter, émerveillée par sa classe. Les trois autres finissent par admettre que si le village est en sécurité, c'est uniquement grâce à la présence de notre héros. Mais un événement inattendu se produit. Bien que le dinosaure soit mort, les tremblements de terre continuent. Il s'était trompé en pensant qu'il n'y en avait qu'un seul. Rirui se retrouve soudain en grand danger, obligeant Hajime à la pousser pour la sauver. Malheureusement,
Le prix à payer est terrible. Son bras gauche est net tranché par le monstre. Hajime n'a jamais vu ce roi des mers de sa vie. Son cerveau analyse rapidement les options, mais les chances de fuite sont quasi nulles. La seule solution est de se battre à mort ici même. Bien qu'il perde énormément de sang, fidèle à son pouvoir passif caché, plus notre héros est blessé, plus il devient fort. La perte de son bras booste sa puissance de combat de manière phénoménale, et l'emblème d'une bête sauvage se manifeste en lui. On l'appelle le dieu de la guerre sanglant. Sentant le danger, le roi des mers tente de s'enfuir. Mais d'une seule main, Hajime parvient à le retenir et à le ramener vers lui. Juste après, il lui assène un coup de poing dévastateur qui pulvérise la tête du roi des mers. Face à cette scène, Rirui reste tétanisé, tandis que les trois autres supplient de rentrer d'urgence au village pour le soigner. La blonde réalise que c'est par sa faute que notre héros a perdu son bras, ce qui la plonge dans une immense tristesse. Rirui ne peut s'empêcher de pleurer à chaudes larmes en voyant que le bras gauche de Hajime a bel et bien disparu. Ce dernier grimace de douleur à cause de l'hémorragie. Même s'il a beaucoup de choses à lui dire, il faut d'abord retourner au village pour se faire soigner. En fin d'après-midi, à leur retour, tous les habitants sont sous le choc en voyant notre héros amputé d'un bras. C'est un spectacle que personne n'aurait voulu voir. Grâce à des soins rapides, Hajime reprend connaissance le lendemain matin. Se retrouver manchot ne semble pas trop le perturber, mais beaucoup de personnes s'en inquiètent énormément. Olive, après avoir informé la guilde, s'est fait réprimander par ses supérieurs. La puissance d'un aventurier de rang platine est un atout inestimable pour leur organisation. À cause d'un manque d'informations sur le monstre, Hajime a perdu un bras. Cette baisse de puissance réduit considérablement son rôle au sein de la guilde. Pour pouvoir compter sur un aventurier de rang platine sur le long terme, ils doivent toujours évaluer les quêtes avec le plus grand soin. Si la situation le permet, la priorité absolue est de restaurer sa force de combat au plus vite. Après ces instructions, la vieille dame à l'autre bout du fil raccroche. Olive ressort complètement abattue, le moral à zéro. Notre héros, affamé, s'empare sans vergogne du repas de la jeune fille aux cheveux d'argent. En fixant le bras désormais disparu, dévoré par le monstre, elle exprime ses profonds regrets. Elle s'incline pour s'excuser, n'ayant jamais imaginé qu'il y aurait deux monstres de classe calamité dans cette zone. Tout est de sa faute à cause de cette négligence dans la collecte d'informations. Elle ne sait plus comment se faire pardonner. En entendant cela, notre héros lui demande de relever la tête, puis utilise son bras restant pour lui peloter la poitrine, la faisant rougir instantanément. Notre héros s'esclaffe, « Bah, il me reste toujours mon bras droit, donc tout va bien. » La fille aux cheveux d'argent est furieuse, mais elle n'ose pas le frapper car il est encore blessé. Elle va même jusqu'à lui proposer de continuer si cela peut le réconforter. Notre héros reste sans voix devant cette planche à pain qui se prend pour une femme aux formes généreuses. Entre le pelotage et l'humiliation, Olive finit par craquer et lui décoche un coup de poing mémorable en pleine figure. Peu importe les conséquences. Notre héros reste allongé sur le cou, tordu de douleur. Décidément, la vérité blesse. Les habitants du village viennent ensuite lui rendre visite les uns après les autres. Les familles des jeunes sauvés la veille expriment également leurs sincères regrets. Hajime se demande bien pourquoi Rirui n'est pas là pour le voir. Anya arrive ensuite pour le saluer, et elle est profondément choquée de voir qu'il a bel et bien perdu son bras. Heureusement, la blessure a été soignée, il lui suffit maintenant de se reposer quelques jours pour récupérer le sang perdu. Un autre vieil homme entre pour le saluer. C'est la toute première fois qu'ils se rencontrent depuis que notre héros s'est installé au village. Il s'agit du chef des nains. Après avoir failli casser la chaise en s'asseyant, il lui annonce qu'il aimerait concevoir une prothèse de bras pour lui. De cette façon, sa puissance de combat sera en partie restaurée. Sa spécialité, c'est la mécanique, et il a déjà de l'expérience dans la fabrication de prothèses de bras et de jambes, donc pas de souci à se faire. En entendant cela, Anya, surexcitée, conseille vivement à notre héros d'accepter, affirmant que le savoir-faire de leur chef est tout simplement légendaire. Hajime demande alors combien cela va lui coûter. En apprenant que la guilde et le village prendront tout en charge, il accepte sans hésiter une seule seconde. Sa proposition acceptée, le chef prend congé pour se mettre au travail. Anya, très gentille, lui demande s'il a besoin d'autre chose. Par hasard, Hajime aperçoit Rirui caché derrière un arbre. Venir lui rendre visite mais rester planté là, bas sans oser entrer, c'est vraiment bizarre. Son ami finit par l'appeler, mais la petite blonde n'ose pas s'approcher et s'enfuit en courant. Notre héros, là un peu mauvaise de voir qu'elle réagit comme ça alors qu'il a sacrifié son bras pour la sauver. En entendant cela, Anya comprend enfin la situation. Elle lui explique, si j'étais à sa place, je serais extrêmement embarrassée moi aussi. C'est comme si elle se sentait responsable de tout ce qui t'est arrivé. Hajime comprend enfin et demande alors à Anya d'aller la chercher. C'est ainsi qu'ils finissent par attraper Rirui par le col pour l'emmener s'amuser. La petite blonde tente de se débattre, mais en vain. Un peu plus tôt, Olive avait fondu en larmes en voyant que notre héros refusait de se reposer. Les deux filles tentent de l'en empêcher, car s'il sort dans cet état, même un simple slime peut être redoutable. Après avoir marché un moment,
ils arrivent enfin à l'endroit où l'on récolte les fruits yoguru. Ils poussent vraiment très haut, ce qui rend l'ascension à un seul bras assez difficile. Pourtant, notre héros grimpe avec assurance pour montrer ses capacités à Rirui. Mais à mi-chemin, une mère oiseau lui fonce dessus pour l'attaquer. Hajime oublie complètement qu'il n'a plus qu'un seul bras, alors il sort sa hache de combat pour massacrer la bête, et finit par faire une chute mémorable. Heureusement, ils réussissent à monter un peu plus tard, même s'il a le crâne en sang. Rirui pleure à chaudes larmes et s'en veut énormément, se disant que si même grimper à un arbre est devenu si difficile pour lui, comment pourra-t-il continuer à être un aventurier? Hajime lui dit qu'il aurait beaucoup de choses à redire là-dessus, mais pour faire court, il est surtout soulagé qu'elle n'ait rien eu. Perdre son bras gauche ne le rend pas triste du tout. En entendant ces mots, Rirui lui promet de devenir bien plus forte afin de pouvoir remplacer ce bras gauche perdu, et elle jure qu'une fois grande, elle prendra soin de lui. Anya rigole en entendant ça et lui promet de lui donner de l'argent de poche plus tard. Hajime n'a pas vraiment envie de devenir un assisté vivant au crochet de 2 enfants, mais il décide tout de même d'attendre de voir ce que ça donnera. Quelques jours plus tard, Hajime s'ennuie à mourir car il ne peut pas se dépenser. Les affaires de la guilde s'accumulent sans que personne ne s'en occupe, et il faudra encore un peu de temps avant que sa prothèse de bras ne soit prête. C'est alors que Veronica arrive, accompagnée de son serviteur. Elle explique qu'en apprenant que son ami d'enfance était gravement blessé, elle a dû revenir pour voir comment il allait. Pour l'instant, elle va s'occuper de gérer les requêtes de la guilde à sa place. En entendant cela, Hajime lui demande ce qu'elle manigance. Veronica lui répond que les aventuriers blessés qui s'obstinent à vouloir voyager rencontrent toujours énormément de difficultés. C'est pourquoi notre héros ferait mieux de se concentrer sur sa rééducation d'abord. Quant à leur force de combat, pas d'inquiétude, même s'il ne paie pas de mine, son esclave fait partie du haut du panier, des aventuriers de rang argent. Notre héros est plutôt surpris de voir qu'il ne s'agit pas d'un simple pervers ordinaire, mais d'un pervers qui a du répondant. Le lendemain, il se rend chez le chef de clan pour essayer sa prothèse de bras. Pour l'instant, il va devoir s'y habituer et ajuster les fonctionnalités pour retrouver sa force, car s'il devient plus puissant, ce sera tout bénéfice pour le village. Le savoir-faire des nains est tout simplement irréprochable, ils ont même conçu un système nerveux artificiel pour lui permettre de bouger ses doigts. Hajime est tout excité car on dirait un vrai bras, à la seule différence qu'il n'a aucune sensation de toucher. Le vieil homme admet que même pour des nains, c'est le maximum qu'ils puissent faire. Mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent désormais transformer ce bras artificiel en une arme surpassant de loin un bras de chair et d'os. Il pourra résister à toutes les aventures, même s'il devait tomber dans la lave d'un volcan. Hajime se dit que le bras tiendrait le coup, mais que lui y laisserait sa peau bien avant. À son retour, il trouve 3 enfants en train de fabriquer une chaise. Anyango affirme fièrement que même un dragon ne pourrait pas la casser, et ses 2 camarades s'empressent de la féliciter, ce qui rend la petite naine folle de joie. C'est alors qu'il remarque un vieux couple en pleine difficulté, malgré leur grand âge, ils doivent encore travailler pour subvenir à leurs besoins. Rirui propose aussitôt son aide, mais après avoir déterré un radis blanc, celui-ci tente soudainement de s'enfuir. Anyango se lance à sa poursuite et lui flanque une raclée pour qu'il arrête de gigoter. Le lendemain, notre héros retourne essayer son bras artificiel. Une fois qu'il a enfilé un gant, personne ne remarque plus que c'est une prothèse. La technique du chef est vraiment prodigieuse, et tout cela grâce aux enseignements que son maître lui a transmis autrefois. En y repensant, Hajime n'a toujours rien enseigné de concret à Rirui. Leurs capacités étant diamétralement opposées, la jeune blonde a bien du mal à progresser. De retour à la taverne, Nathalie lui apprend que Veronica a accompli sa mission avec brio. Elle excelle autant à l'épée qu'en magie. Intrigué, notre héros s'intéresse soudainement au jeune elfe et lui demande carrément de se déshabiller, laissant tout le monde bouche bée. Veronica s'interpose pour protéger son esclave, déclarant que s'il veut faire ce genre de choses, il ferait bien de lui déclarer sa flamme à elle d'abord. Le lendemain matin, Rirui utilise ses pouvoirs de manipulation des rêves pour s'inviter dans le sommeil de notre héros. Il lui rappelle fermement de ne pas gâcher ses dons de succube pour des bêtises. Quant à la raison pour laquelle Hajime s'intéresse à l'esclave de Veronica, c'est parce qu'il aimerait qu'il devienne le maître de Rirui. Anyango est également de la partie, ce qui la réjouit au plus haut point. Risha est terrifiée à l'idée d'être constamment surveillée par notre héros, ce qui agace profondément la jeune fille aux cheveux violets, vexée qu'il ignore une beauté pareille pour fixer un esclave. Rirui, de son côté, observe attentivement le nouveau bras de Hajime. Pour la rassurer, il fait une démonstration en décochant un coup de poing à distance, sans compter bien d'autres fonctionnalités surpuissantes. Qui sait, ses compétences pourraient bien grimper grâce à ça. Rirui sourit de toutes ses dents en trouvant cela incroyablement classe. Hajime, de son côté, cherche toujours un moyen de tester les capacités de Rishat. Mais lorsqu'un ours surgit, Veronica l'envoie valser d'un coup de pied magistral. Elle lui demande si son attaque pleine de grâce était réussie, mais elle se fait traiter de femme pénible. Résultat, elle lui saute dessus pour le corriger. C'est alors qu'ils aperçoivent un loup des montagnes, et Rishat utilise un arc pour l'abattre. Pourtant,
Hajime voulait surtout observer ses talents d'escrimeur et sa magie des esprits. Richat lui explique qu'il n'est pas doué à l'épée, mais qu'il utilise simplement l'esprit du vent pour trancher, ce qui a causé le malentendu. En apprenant cela, notre héros est très déçu, car il va devoir continuer à entraîner Rirui lui-même. De toute façon, la jeune blonde insiste sur le fait qu'elle ne veut être entraînée que par lui. Quand elle était petite, Véronica adorait les cheveux longs, et en voyant ce style, elle s'était promis d'avoir la même chevelure en grandissant. De retour à l'auberge, un richissime client débarque dans le seul but de rencontrer Véronica. Il la qualifie de magnifique cygne noir, affirmant que cela valait amplement le coup de faire tout ce chemin pour la trouver. Hajime ignore qui est ce type fortuné, mais l'assistante de Véronica lui apprend qu'il s'agit du maire de Yanago, qui s'avère être une véritable mine d'or pour leur maîtresse. Ce client fortuné a utilisé toutes ses vacances pour venir la voir. Lorsqu'on lui demande pourquoi la reine de la nuit s'amuse à jouer les aventurières, elle explique que parmi les messieurs qui viennent se reposer chez elle, il y a de nombreux aventuriers, et qu'elle se sent le devoir de venir ici pour soigner leur cœur fatigué par l'aventure. En entendant cette explication, le maire fond en larmes, et ne cesse de louer sa grande gentillesse. Les clients de la taverne admirent tout le talent de la jeune fille aux cheveux violets. Le lendemain matin, après avoir passé la nuit sur place, le maire doit déjà repartir pour Yanago, afin de reprendre son travail. Tania lui demande alors combien de temps elle compte rester dans ce village. Véronica estime que s'éterniser ici n'est pas une bonne idée, car beaucoup de clients viennent à son établissement uniquement pour la voir. Tania la rassure en lui disant qu'elle et les autres filles s'en sortent très bien toutes seules. Elle-même et les autres filles ont été sauvées par Véronica, elle peut donc faire ce qui lui plaît en toute liberté. En entendant cela, notre beauté aux cheveux violets s'imagine qu'elle est encombrante et qu'on essaie de la chasser. De retour à l'auberge, Rirui et Nathalie s'extasiant devant la montagne de cadeaux que Véronica a reçus, trouvant ce vieux monsieur extrêmement généreux. Véronica lui propose d'en offrir à Hajime si cela l'intéresse, mais notre héros décline, affirmant qu'il préfère rester digne et ne rien devoir à personne. Rirui s'approche alors de son aîné pour lui demander comment devenir comme elle, capable de mener les hommes par le bout du nez si facilement. La réponse est simple, il faut devenir une femme au moins aussi séduisante qu'elle, voire plus. Estimant que Rirui a du potentiel, Véronica pense qu'elle y arrivera sans problème. Son premier conseil est de se laisser pousser les cheveux, car sa couleur est magnifique et ce serait du gâchis de ne pas la mettre en valeur. Pour Véronica, les cheveux sont sacrés, une belle chevelure est essentielle pour être séduisante. Mais Rirui lui rappelle qu'en tant qu'aventurière, elle doit privilégier la liberté de mouvement. Hajime confirme que les cheveux longs sont un vrai fardeau quand on combat des monstres. Véronica remarque alors que les cheveux de son ami d'enfance sont bien poussés et lui propose de les lui couper. C'est la première fois que la jeune blonde assiste à une telle scène, alors que pour les deux autres, c'est une vieille habitude. Notre héros se fait couper les cheveux par Véronica depuis qu'il est tout petit, il se laisse donc faire en toute confiance. Rirui trouve ça génial et demande à essayer elle aussi, mais Hajime lui interdit formellement d'y toucher. La jeune fille aux cheveux violets avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent à bout du rang d'argent. Il lui répond qu'ils sont à égalité, puisqu'elle est désormais devenue la reine de la nuit. Il s'avère que lorsqu'ils vivaient dans les bidonvilles, ils parlaient souvent de leur avenir, et leur unique objectif était alors de pouvoir manger à leur faim tous les jours. Hajime salue son talent pour mener les hommes à la baguette, au point de faire déplacer le maire en personne. Trouvant qu'elle s'éternise un peu trop, il lui suggère de rentrer chez elle, et se prend immédiatement un coup mémorable sur le crâne en retour. Une fois la coupe terminée, Hajime se rendort aussitôt. Véronica propose à Rirui d'aller se promener, mais la jeune fille a une bien meilleure idée en tête et choisit de l'attendre ici. Elle meurt d'envie de lui couper les cheveux elle aussi, et décide de passer discrètement à l'action. La jeune fille aux cheveux violets part admirer le paysage paisible du village, où les habitants travaillent dur au milieu des immenses champs verdoyants. Pensant à ses compagnes restées à la taverne, elle décide de rebrousser chemin, d'autant que voyager avec de longs cheveux n'est pas du tout pratique ici. C'est alors qu'elle aperçoit deux hommes qui semblent avoir un problème. En les interrogeant, elle apprend qu'une araignée a envahi leur grange et décide de s'en occuper, sauf que l'ennemi prend les devants, il s'agit d'une araignée absolument gigantesque. Véronica n'a pas le temps de fuir et se fait capturer. Peu après, Olive accourt à la taverne pour demander de l'aide à Hajime. Ce dernier vient justement de se réveiller et descend pour s'enquérir de la situation. Mais en découvrant sa tête, tout le monde éclate de rire, Rirui l'a complètement rasé. Notre héros ne comprend pas cette réaction jusqu'à ce qu'il se regarde dans un miroir. Pas d'encombrement, il comprend mieux pourquoi il sentait sa tête si légère. Fou de rage, le héros est persuadé que c'est un coup bas de Véronica. Olive guide alors le duo vers le repère de l'araignée, expliquant qu'elle affaiblit toujours ses proies avant de les dévorer, ce qui leur laisse encore une chance de la sauver. Le jeune esclave s'en veut terriblement de ne pas avoir été là pour protéger sa maîtresse. Les deux fermiers supplient notre héros de sauver la jeune fille aux cheveux violets. Il accepte volontiers, car c'est sa tâche en tant qu'aventurier, sans compter qu'il a une revanche à prendre pour son crâne rasé. Rirui sursaute de peur en entendant cela, mais n'ose pas avouer sa bêtise. Pendant ce temps,
la jolie fille aux formes généreuses est prise au piège dans un cocon de soie géant sans pouvoir s'en libérer. En contrebas, le groupe de notre héros arrive enfin sur les lieux, entouré de toiles gluantes et de sombres galeries différentes. Ce tunnel a été creusé par la taupe vert géante, ils doivent s'en éloigner sous peine de se faire aspirer. Le jeune elfe suggère de se séparer pour chercher plus vite. Avec son bras articulé et sa nouvelle coupe de cheveux, notre héros grimpe facilement en hauteur, et découvre que les proies de l'araignée incluent de grosses bêtes. Pas étonnant qu'elle ait réussi à capturer Véronica. Ajim se met alors à crier pour appeler son amie et voir si elle peut répondre. Rirui s'inquiète, craignant que cela n'attire les monstres. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'une horde d'araignées surgit pour les encercler. Il n'y en a pas qu'une seule, c'est tout un nid. Ajim sort son marteau dévastateur et s'apprête à combattre. Il veut éliminer ces araignées pour soulager les habitants. Grâce à sa force d'aventurier de rang d'argent, notre héros en terrasse facilement quelques-unes en un clin d'œil. Mais contre toute attente, la taupe vert surgit brusquement du trou juste sous leurs pieds. Résultat, le jeune homme fait une chute libre interminable. Rirui, chargé de retrouver Véronica, s'exécute. Après avoir marché un moment, la fillette blonde perçoit la voix faible de son aîné, ce qui lui permet de localiser sa prison. Véronica lui ordonne alors de ne pas approcher, en lui disant qu'elle ne peut pas s'échapper. En fait, ses cheveux sont complètement emmêlés dans la toile d'araignée, et si elle tente de se libérer, elle va tout bousiller. Rirui essaie de l'aider, mais une autre araignée surgit de nulle part et l'envoie valser d'un seul coup. Sentant que la situation dégénère, Véronica regarde la dague de sa petite sœur et hésite. Pour elle, sa chevelure est sacrée, c'est toute sa vie, mais en pensant à Rirui, elle décide de sacrifier ses cheveux pour la sauver. Malheureusement, vaincre le monstre reste hors de sa portée. Les deux sœurs tentent d'esquiver les attaques mortelles, l'arme de Rirui n'étant pas assez solide pour parer. C'est alors que Ajim surgit, le crâne complètement rasé, et massacre la grosse araignée. Ce nouveau look improbable déstabilise son ami qui, très drôlement, lui demande carrément qui il est. Une fois qu'elle reconnaît Ajim, elle éclate de rire, surprise de le voir ainsi. Notre héros, vexé comme un pou, réplique que c'est de sa faute à elle et de personne d'autre. Les voilà qui se disputent, sans remarquer que la vraie coupable est en train de filer en douce. Rirui tente alors de rattraper le coup, en lui disant que cette boule à zéro lui va à ravir. Mais devant l'air suspect de la gamine, Ajim devine qui est la vraie coupable et lui flanque une petite tape, ce qui la fait fondre en larmes. En fin d'après-midi, tout rentre dans l'ordre. Rirui s'excuse platement, elle qui pensait simplement lui faire une jolie coupe de cheveux. En entendant ça, Véronica explose de rire, en oubliant presque que sa propre chevelure de rêve a disparu. Sur le chemin du retour, la jeune femme aux cheveux violets se remémore ses vœux d'autrefois. Après tout, les cheveux courts lui vont très bien aussi, ce n'est pas un drame. La scène change pour nous emmener quelque temps plus tard. Les cheveux de notre héros ont enfin repoussé. En voyant cela, Rirui s'empresse de lui dire qu'il est beaucoup plus classe ainsi. Dehors, c'est l'automne, la saison des festivals. Cela faisait un bail que Nathalie n'avait pas pu se balader en ville, elle est donc ravie. Il faut dire qu'avec le travail ces derniers temps, elle n'avait pas une minute à elle. Elle repère un joli bijou dans une échoppe, mais il est un peu trop cher, alors elle n'ose pas l'acheter. En entendant cela, Ajim décide sur le champ de le lui offrir. Après tout, elle l'aide toujours, il n'y a pas de quoi être gêné. Amusée, la jeune fille le traite de grand séducteur. Avec un petit sourire en coin, il lui propose un marché, en échange, il veut juste lui tâter un peu les melons Chossung. Toute rouge, Nathalie est aux anges avec ce cadeau qui lui plaît tant, d'autant plus que c'est la première fois qu'un mec lui offre un truc. Sauf que l'instant d'après, la pauvre fille capte direct que Rirui est en train de l'entuber, la blonde fait une tête comme si elle voulait le dévorer tout cru. La gamine accourt pour réclamer un cadeau au héros. Il finit par accepter, mais le cadeau en question, c'est juste 2 brochettes de viande. Autant dire que Rirui la mauvaise, ça ne passe pas du tout. Le soir venu, la blonde boude encore parce que Ajim ne comprend vraiment rien à rien. Quand elle raconte tout à Véronica, celle-ci confirme que c'est bien le héros qui est en tort. Après tout, le but de la petite, c'est que Ajim tombe amoureux d'elle. La Violette lui conseille de travailler sa féminité et de devenir aussi ravissante qu'elle. Si elle y parvient, les hommes ramperont pour offrir des trésors à Rirui. Mais la blonde lui pose alors une question, est-ce que tu as déjà vu le héros t'offrir quoi que ce soit? Cette remarque rend Véronica folle de rage. Elle trouve que ce type est un idiot fini pour ne pas succomber à une beauté pareille. Elle a bien une solution, utiliser ses pouvoirs de succube. Mais bon, faire ça la dégoûte un peu. Elle montre alors son œil envoûtant à la petite. S'il l'utilise, n'importe quel homme le obéirait au doigt et à l'œil, mais le faire sur le héros lui donnerait l'impression de perdre. C'est pour ça qu'elle s'en est toujours abstenue. La petite se dit qu'il lui faut absolument ce charme pour envoûter son grand frère. Comme ce pouvoir varie selon les personnes, elle doit trouver sa propre méthode, mais avant cela, il faut d'abord attendre qu'il s'éveille. Dès le lendemain, Véronica la maquille pour la rendre encore plus belle, pile au moment où Ajim arrive. En voyant ça, il s'imagine que la blonde a mangé de la viande grasse ce matin,
tellement sa bouche brille. Les filles se prennent la tête entre les mains, complètement désespérées face à un tel ahuri. Et voilà qu'elles s'en prennent au héros parce qu'il a fait pleurer Rirui. Pendant la mission, la blonde boude encore. La petite demande comment faire pour qu'il s'intéresse à elle en tant que fille. En entendant ça, Anya hallucine, si jeune et déjà amoureuse. Hajime lui sort alors, Rirui, reste comme tu es pour l'instant, et en grandissant. Tu deviendras sûrement une femme formidable. En entendant ça, la blonde sent bien que ça ne va pas du tout. Ce mec esquive toujours le sujet avec des réponses toutes faites. Une fois à l'intérieur, la petite se déchaîne et massacre des tas de slimes. Pour elle, le meilleur moyen d'éveiller son charme naturel, c'est de monter de niveau. Témoin de la scène, son ami trouve que Rirui fout carrément les jetons aujourd'hui. Dans la foulée, notre blondinet fait une chute dans un fossé, et va comprendre pourquoi, un gros porc qui passait par là s'est mis à cavaler avec lui. Morte de peur, Rirui hurle à ce maudit cochon de s'arrêter, mais en vain. Attendant que la cible aille s'écraser contre le mur, la petite a sauté d'elle-même. Au loin, Hajime a crié de toutes ses forces, lui demandant de porter le coup de grâce en plein cœur. Sans hésiter, Rirui s'est exécuté, enfonçant sa dague dans le point vital pour l'achever une bonne fois pour toutes. Notre héros était super fier de ce coup d'éclat. Flatté par ses compliments, la petite était aux anges, et voilà que son corps s'est mis à briller, signe qu'une nouvelle compétence venait de s'ajouter. Saisissant tout de suite ce qui se passait, Rirui a compris qu'il s'agissait de l'œil démoniaque de séduction. Elle a donc tout de suite fait un clin d'œil à notre héros pour tester l'effet. Hajime n'y a absolument rien compris, pensant qu'elle avait juste une poussière dans l'œil. La blonde a insisté en multipliant les clins d'œil, ce qui a fini par activer son pouvoir, et tous les monstres aux alentours sont tombés sous le charme de Rirui. Si notre héros n'a rien senti, c'est parce que son niveau est bien trop élevé, alors que la compétence de Rirui ne marche que sur des cibles de bas niveau. Têtu, Rirui n'a pas lâché l'affaire et a retenté le coup, mais le résultat a bien prouvé que c'était totalement inefficace sur lui. Le lendemain à l'école, Anya a montré son fameux masque du dieu cerf à sa meilleure amie. Comme le festival approchait, elle l'avait fabriqué pour participer aux festivités. Elles ont expliqué que le dieu cerf est la divinité de l'abondance, ce qui veut dire qu'il y aura un tas de bonnes choses à manger pendant la fête. Profitant du fait que ces trois-là soient réunis, Anya leur propose d'ouvrir ensemble un stand de grillade. Tout le monde est partant pour vendre la viande du monstre chassé la veille, mais il faut d'abord préparer les masques du dieu cerf. Non loin de là, d'autres enfants sont en train de se faire embêter. Un gros balèze a envoyé sa créature lécher d'autres filles pour intimider Anya. Les deux fourmiliers de ce crétin de Roton étaient super agressifs. Face à cette injustice, Rirui s'est interposé. Les deux autres ont conseillé à notre blonde de s'enfuir, parce que se faire lécher, ça allait être hyper gluant. Mais Rirui avait déjà son plan. Elle a utilisé son pouvoir de charme sur la bête pour la rallier à sa cause, puis lui a ordonné de s'en prendre à ce sale gosse. Roton, n'y comprenant rien, a vite pris la fuite. Une fois débarrassé de lui, les deux filles l'ont chaleureusement remercié. Saisissant l'occasion pour crâner un peu, la blonde a déclaré « Ce que vous venez de voir, c'est le pouvoir des ténèbres qui sommeille en moi. » Le soir venu, la petite a parlé au héros du festival auquel elle allait participer. Elle était tellement impatiente que Hajime n'a pas pu s'empêcher de partager sa joie. Plus tard, pendant son sommeil, il s'est remémoré son enfance. À l'époque, il n'avait absolument rien, et ne pouvait que regarder les gens s'amuser au festival de loin. À peine s'est-il assoupi qu'il a soudainement perçu la présence de monstres. Dehors, la garde avait déjà commencé à se battre contre plusieurs d'entre eux. Les lapins-ours se ruent avec une agilité incroyable sur Rirui, mais heureusement, Hajime s'interpose à temps pour les éliminer. Chaque fois qu'elle voit le bras amputé de notre héros, Rirui ne peut s'empêcher d'être triste. L'incident d'aujourd'hui a d'ailleurs quelque chose de très étrange, les monstres ne cessent de s'introduire directement au cœur du village. Le monstre suivant est terrassé par Véronica et son esclave. Elle lui caresse le visage, félicite le blondinet pour son bon travail, puis lui inflige quelques gifles en guise de récompense, ce qui laisse le pauvre garçon totalement sans voix. Si Véronica déborde d'énergie à ce point, c'est parce que la pleine lune approche. À ce moment-là, le sang de la race ancienne se met à bouillir. Elle rappelle d'ailleurs à Hajime de rester sur ses gardes, car il héberge une de ses semblables. Hajime comprend le message et décide de rentrer immédiatement. Un sentiment d'inquiétude le submerge face à cette situation, et une fois de retour dans sa chambre, il constate que la compétence sur la main de Rirui est bel et bien activée. Le lendemain, les préparatifs du festival battent leur plein, installant une ambiance particulièrement joyeuse. En apprenant qu'Anya et Rirui vont tenir un stand de grillade, les anciens du village se disent extrêmement impatients. Hajime va alors trouver la fillette pour lui demander si elle a fait des rêves étranges la nuit dernière, par exemple en train de combattre des monstres. La petite blonde lui assure qu'elle n'a absolument pas utilisé ses pouvoirs pour manipuler les rêves ou quoi que ce soit. Notre héros préfère alors lui cacher la vérité. Les nuits suivantes, le village subit des attaques répétées de monstres. Il est fort probable que le pouvoir de charme de Rirui attire toute cette horde. Au matin, Hajime se rend à la guilde pour signaler l'invasion.
Alors qu'il s'apprête à révéler que la gamine pourrait en être la cause, Oliver réagit vivement. L'homme aux cheveux argentés lui explique que les villageois sont terrifiés par ces événements. En entendant cela, notre protagoniste craint que si la vérité éclate, Rirui ne soit banni du village. Il choisit donc de garder le silence et de porter ce fardeau tout seul. Malheureusement, les monstres se font de plus en plus nombreux de jour en jour. Cette nuit-là, Hajime est à bout de force. Lorsqu'il réveille Rirui, son bras brille toujours, et même s'il lui demande d'arrêter, elle en est bien incapable. Notre héros lui ment alors en lui affirmant que les attaques de monstres ne sont pas de sa faute, tout en lui recommandant « Personne ne doit être au courant de ce nouveau pouvoir ». La petite obéit naïvement et se rendormit. Le jour suivant, chasser les monstres qui attaquaient le village devint encore plus difficile, mais Hajime restait déterminé à tout porter seul sur ses épaules. Son visage hagard trahissait sa fatigue, mais une fois rentré chez lui, il fut rassuré de voir que Rirui dormait toujours. Notre héros put ainsi s'assoupir un instant à l'aube. Dans son sommeil, il se souvint soudain de son enfance. À cette époque, Hajime se faisait toujours pourchasser, mais grâce à son agilité, il arrivait toujours à s'enfuir. À l'époque, le jeune garçon était très proche de 12 amis nommés Riki et Bubi. Apprenant que notre héros faisait les 400 coups, ils lui demandèrent de les embarquer la prochaine fois. À cette époque, le repas principal des 3 enfants était de la viande de rat. Pourtant, ils devaient se partager une seule bête à 3 fautes de mieux. Alors, la nuit venue, leurs estomacs criaient famine sans qu'il n'ait rien à se mettre sous la dent. Riki lui conseilla de ne plus y penser et de se concentrer sur ses rêves et son avenir. Hajime, lui, voulait simplement manger de bonnes choses. Quant à Bubi, il rêvait de se marier une fois grand, et son choix s'était porté sur Véronica, parce qu'elle était vraiment mignonne. Riki, de son côté, voulait d'ailleurs devenir un aventurier rattaché à un village, y travailler comme un membre à part entière et être respecté de tous. En plus, il espérait avoir des compagnons. Tout comme maintenant. Hajime ne comprenait pas vraiment, mais l'idée lui plaisait bien. Actuellement, le village organisait un festival. Le groupe de Rirui décida de vendre des grillades et demanda au père des filles de les aider pour les préparatifs. De retour à l'auberge, la petite blonde se vanta auprès de tous que leur stand de viande ferait un carton plein. En la voyant si joyeuse, notre héros se sentit encore plus motivé à protéger le village. Dès la nuit tombée, la chasse aux monstres recommença. Leur nombre ne cessait de croître, mettant tout le monde en danger. Rirui, endormi, fut prise d'une envie pressante et prit soin de cacher sa main pour garder son secret, comme notre héros le lui avait demandé. Manque de chance, la petite blonde fit une chute, révélant le symbole lumineux, et Nathalie fut témoin de la scène. Au matin, dès le retour de notre héros, la jeune femme l'interrogea sur Rirui. Elle avait remarqué que le motif sur la main de la petite brillait, bien qu'elle connaisse peu de choses sur l'ancienne race, elle soupçonnait cette marque d'attirer les monstres. Ici. Le héros balaya ses doutes d'un sourire, affirmant que c'était impossible et que Rirui était comme d'habitude. Alors que le chef du village exigeait d'être prévenu au moindre fait anormal, Hajime continua de couvrir la petite en assurant à Nathalie qu'elle n'y était pour rien. Le connaissant depuis longtemps, elle capta immédiatement qu'il mentait. Tout en travaillant, elle continua de le cuisiner. Elle comprit ainsi que Hajime cachait la vérité par peur que les villageois ne chassent la petite s'ils découvraient qu'elle était à l'origine de tout ça. Pile à ce moment-là, le père entra pour féliciter le petit dragon de si bien chasser les rats. Agacée, Nathalie rappela que tout le monde devait se serrer les coudes. C'est alors qu'Oliver arriva pour prendre des nouvelles de notre héros. Rirui descendit à la hâte pour dire que son grand frère dormait encore. Oliver lui demanda si la nuit avait été difficile, ce à quoi le garçon aux cheveux argentés répondit qu'il enquêtait toujours sur la cause de tout ça. Les 2 amis coururent ensuite préparer le festival. La petite blonde en profita pour inviter les filles à venir goûter ses plats une fois leur travail terminé. Ces temps-ci, Oliver sentait bien que notre héros avait des soucis en tête, c'est pourquoi il était venu aux nouvelles. Comme il portait un lourd fardeau, la guilde devait se montrer plus attentive. La perte de son bras par le passé avait été un terrible drame. Il aurait très bien pu leur en vouloir, mais il avait choisi de tourner la page. C'est pourquoi, en cas de problème, Oliver voulait partager ce fardeau. En entendant cela, Nathalie ne put plus cacher la vérité sur Rirui et finit par confier ses soupçons. Cette nuit-là, le combat fut extrêmement tendu à cause de la pleine lune, rendant les monstres de plus en plus féroces. Leur surnombre agaçait profondément Hajime. Une fois sa corvée terminée, il rentra et découvrit le village rassemblé. Oliver s'avança pour lui faire des reproches, lui demandant pourquoi il n'en avait pas parlé, à croire qu'il pensait que le village allait abandonner Rirui. Véronica lui attrapa l'oreille pour le gronder, lui reprochant de ne jamais leur faire confiance. Elle lui avait pourtant dit que si quoi que ce soit arrivé à la fillette, il devait leur en parler, mais Hajime n'en faisait qu'à sa tête. Nathalie s'excusa, confessant qu'elle avait révélé le secret de la blonde à tout le monde. Et voici la décision unanime du village, ils allaient faire bloc pour protéger la petite. Qu'un membre de l'ancienne race perde le contrôle durant son enfance était tout à fait normal. La doyenne estimait qu'avec le temps,
la fillette finirait par se stabiliser d'elle-même. Aujourd'hui coïncidait justement avec la fête du dieu cerf. En tant qu'adulte, il était de leur devoir de veiller à ce que Rirui et les enfants s'amusent au festival. Ainsi, tout le village allait s'allier à Hajime pour chasser les monstres. En entendant cela, notre héros repensa aux paroles de son ami d'enfance. Ce souhait était enfin devenu réalité. Pourtant, en remontant dans sa chambre, notre héros constata que Rirui avait disparu. Les villageois se rassemblèrent aussitôt pour s'organiser, se répartissant les recherches tout en protégeant Anya et Coco, eux aussi sous le choc de sa disparition. Nathalie conseilla aux enfants de ne pas partir à sa recherche et de s'occuper plutôt de leur stand, car Hajime finirait bien par ramener Rirui. À ce moment-là, le plus beau des cadeaux pour elle serait de voir leur stand prêt à servir. Trouvant l'idée très juste, les deux amis acceptèrent. Quant à notre héros, il s'était mis en route avec le petit dragon pour retrouver la fillette. Heureusement, la bête avait un moyen de la pister, et Hajime se laissa guider. De son côté, Rirui s'éloignait du village. En fait, à son réveil, elle s'était précipitée au festival pour être la première arrivée. Par hasard, à ce moment-là, Oliver expliquait aux villageois qu'à cause de l'influence du pouvoir ancien de Rirui, les monstres risquaient d'attaquer dès midi aujourd'hui. En entendant cela, Rirui fut sous le choc. Comprenant du même coup que chaque nuit, les villageois devaient risquer leur vie à cause d'elle. C'était la dernière chose qu'elle souhaitait. Pour éviter que les monstres n'attaquent le village en plein jour, elle décida de s'enfuir ailleurs, afin que le festival puisse se dérouler sans accroc. Perchée sur sa branche, la fillette s'excusa en pensée auprès de Coco et Anya de ne pas pouvoir s'amuser avec elle. Si elle retournait là, bas maintenant, elle sèmerait la panique. Submergée par l'émotion, son pouvoir ancien s'emballa en plein jour. Au même moment, de gros oiseaux dodus communiquaient entre eux pour localiser Rirui. Malgré un léger mal de crâne, ils finirent par la repérer. C'est alors qu'un groupe de monstres féroces surgirent pour l'attaquer. Prise de panique, Rirui tomba au sol. 3 loups s'approchèrent en grondant, mais la fillette, refusant de mourir, ici, tenta de dégainer sa lame pour se défendre. Alors qu'un loup bondissait sur elle, le petit dragon s'interposa courageusement. Hajime surgit à son tour pour terrasser les monstres féroces. Les villageois arrivèrent également en renfort pour protéger la petite. Devant ce spectacle, la fillette fut profondément émue. Grâce à leur nombre, ils purent facilement repousser les monstres. Notre héros passa un savon à la petite pour l'avoir fait courir partout, lui demandant d'apprendre à compter sur les autres, car ils étaient tous compagnons. Ces mots faisaient écho à ceux du passé. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle voulait faire maintenant, elle avoua vouloir faire la fête avec son grand frère et les villageois. La petite sécha ses larmes et ils prirent le chemin du retour. En fin d'après-midi, Véronica leur annonça une excellente nouvelle. Aujourd'hui, la lune avait commencé à décroître, stabilisant ainsi le pouvoir du clan Succube. Après plusieurs nuits blanches passées à combattre, notre héros était épuisé et comptait bien rattraper son sommeil. Mar sachant que la fête battait son plein, la fillette l'y entraîna sans tarder. Anya et Coco étaient alors bien tristes de ne pas la voir. La fillette accourut en s'excusant avec un grand sourire pour son retard, faisant pleurer sa meilleure amie de soulagement. Tous ensemble se mirent alors à griller de la viande pour régaler les habitants. Leur connaissance faisait déjà la queue, et face à tant de bienveillance, Rirui pleura de joie. Le festival se déroula sans encombre, débarrassé de toute menace de monstres. À la nuit tombée, Rirui et sa bande d'amis mirent des masques du dieu cerf pour danser. Oliver, sous les traits du dieu cerf, prit la parole pour souhaiter à tous de bonnes récoltes l'an prochain. L'énergie de l'arbre voisin commença alors à briller, ce qui émerveilla Rirui. La silhouette du dieu cerf se dessina juste après, s'élevant dans le ciel pour donner vie à une magnifique pluie d'étoiles filantes. Malgré tous les tracas de cette année, tout se terminait en beauté, et Rirui finit même par ramasser une étoile dorée. Anya lui expliqua que c'était une étoile porte-bonheur, qui tombait toujours à la fin du festival. En entendant cela, la fillette voulut en ramasser d'autres pour son grand frère. Notre héros, quant à lui, repensa à ses deux amis d'enfance, se disant qu'autrefois, leur simple présence suffisait à son bonheur, mais qu'aujourd'hui, il était désormais bien seul. C'est alors qu'une étoile tomba pile sur la tête de notre héros, ce qui fit éclater de rire les deux filles. Tout le monde autour se mit également à rire, réchauffant instantanément l'atmosphère de sa joie communicative.